Allez, bonjour tout le monde, bienvenue pour cette... Salut Quentin, ça va? Oui, oui. Franchement, je t'adore. Franchement, t'es vraiment un gars en or. Super, surtout que moi je suis venu au hasard la première fois en fait, je vous connaissais même pas. Ouais, sincèrement, t'es vraiment un bon gars. Bon, on est là pour parler de le sens de la fête d'Eric Toledano. C'est ça? Coexister de Fabrice Eboué. Oui, voilà. Allez, on arrête les blagues cette fois-ci. Hein Allez, stop les blagues, on est là pour parler. Stop les blagues, on est là pour parler sérieusement, comme d'habitude, hein, de Blade Runner 2049. Quel film, messieurs, quel film! Nous l'avons vu hier soir, ensemble, au Gaumont Multiplex. C'est trop fort en fait. De Montpellier. C'est pas de la merde, c'est Frank Sinatra. Oui, un peu de respect pour ce grand monsieur quand même. Et c'était sympa, c'était une bonne soirée, non, quand même? Oui. Bon, Oui. avant Par que contre, ça commence j'ai à dit la partir- merde, je parlais pas de Sinatra, je suis un grand fan, d'accord? Ok. Avec Pavarotti et Booba, c'est les meilleurs. Et surtout, ouais, d'accord. Alors, on va, avant de commencer à parler du film, de notre avis sur le film, etc., on va faire un résumé. C'est Gwendal qui va le faire, puisque Mais c'est non. c'est pas vrai. l'adjoint au résumé, en quelque sorte. Donc, Donc, je te laisse y aller, Gwendal. et Fais ton bien, résumé. Blade Runner 2049 nous parle d'histoire d'un nouveau Blade Runner qui est un répliquant pour le coup, très clairement dit dans le film, qui s'appelle K et qui a pour mission, un petit peu comme dans le premier, de chasser encore une fois une gamme de réplicants toujours cachés un peu partout dans le monde. Mais son enquête va l'amener vers des secrets bien gardés qui vont totalement chambouler son univers et ses croyances en la société. J'en dis pas plus parce que ça vaut le coup de le découvrir dans le film, mais je pense que c'est assez bien dit. Mais il y a tellement d'éléments dans ce film que de toute façon un résumé plus détaillé ce serait inutile. Mais c'est très bien dit, on dirait quelqu'un qui a eu son certificat d'études. Hein. Et Ça aussi, j'ai- c'est la j'ai même mon gag. certif, C'est voilà. effectivement. Maintenant que ça a été très bien résumé, parce que c'est voilà, c'était pas facile parce que c'est un peu alambiqué quand même comme scénario. On va chacun donner notre avis général, d'accord? Donc chacun va avoir 2 minutes. Gwendal, tu peux me faire le chrono encore une fois, bien d'accord. Voilà. Quentin, tu veux commencer par donner ton avis? Attends. Gwendal va te chronométrer, on va essayer de rester dans les 2 minutes. Parce que de toute façon, on va tout approfondir après, comme d'hab. Là, c'est juste pour les gens qui ont la flemme et qui sachent ce qu'on en a pensé, quoi, vite fait. C'est parti. Et donc, bah alors moi en l'occurrence, j'ai vraiment apprécié ce film. Vraiment, moi qui suis un grand fan du premier, je trouve que ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est que je trouve qu'il est vraiment dans la continuité du premier. C'est une suite, en même temps, il développe la plupart des thématiques du premier. Et justement, c'est un film qui a vraiment sa propre identité. J'ai aimé justement parce qu'on savait pas encore si le personnage de K était ou pas un répliquant, c'est en su dès le début. Et justement, le fait qu'il parte dans cette direction-là, il se focalise vraiment cette fois-ci sur la condition des répliquants et la condition de l'intelligence artificielle. Oui. Je trouve ça vraiment très intéressant. Et en fait, j'ai beaucoup aimé les 3 premiers quarts du film que j'ai vraiment trouvé excellents. Que ce soit au niveau de la mise en scène, au niveau du visuel, de la forme ou du fond. Mais j'ai eu beaucoup plus de mal avec le dernier quart que je trouve très moyen et assez pas raté non plus, mais quand même par rapport au reste du film et surtout comparé au premier Blade Runner, c'est une fin, le dernier quart en entier, qui je trouve abandonne beaucoup d'arcs narratifs, qui finalement a quelque chose de beaucoup trop simpliste en fait. Et finalement, je trouvais ça assez décevant. Et même, c'est presque une fin, elle laisse tellement de zones, mais pas de zone d'ombre dans le sens où ce sera au spectateur de faire le travail. Oui, non, mais. Zone d'ombre dans le sens. Comme genre, tu l'as dit, on réduit des arcs narratifs, oui, puis même les enjeux d'un seul coup ont l'air beaucoup moins importants, beaucoup plus simples. C'est vrai. Je trouve ça vraiment décevant. On commençait avec un film métaphysique et finalement, on finit avec un film avec un propos critique, un peu politique, social, mais assez basique finalement. Donc ça m'a dérangé. Mais au-delà donc, de ce dernier sur ces propos quart très décevant, je je trouve que les 3 autres quarts sont vraiment excellents. C'est pour ça que je conseille quand même ce film parce que j'ai trouvé vraiment. Je m'attendais. Moi, je vous cache pas que mes attentes étaient devenues très basses à cause des trailers. Enfin, j'en ai vu qu'un seul de trailer. Et là, le film m'a pas déçu. C'est bien contraire, même ça a été une bonne surprise. Je m'attendais à bien pire que ça. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'il y a un serpent? Non, il est en train de niquer mon tapis. Mais c'est vous là à faire Non, non, mais, Donc vraiment, je le recommande. Rien que pour ces 3 premiers quarts, même le dernier quart, même s'il est décevant, n'est pas mauvais pour autant. C'est un excellent film. Très bien, Quentin. On passe à Gwendal. Allez, très bien, Gwendal. Vas-y, donne-nous ton avis. Alors moi pour le coup j'ai adoré, j'ai passé un excellent moment. Ça tient à plusieurs choses sur lesquelles je pense qu'on reviendra à peu près à tout en détail. Bien sûr. Une
beauté plastique et formelle qui est vraiment de niveau incroyable. Je veux dire, Denis Villeneuve qui est un véritable auteur pour le coup, un véritable cinéaste dans le sens où c'est un maître de son film en quelque sorte. La photographie donc qui se lie à ça, qui est vraiment très belle. Les décors qui sont somptueux tout simplement. La BO que j'ai adoré aussi, qui est à la fois comment dire, un peu lunaire comme l'était Blade Runner, plus chaotique peut-être, plus violente en quelque sorte. Enfin bref, on y reviendra je pense. Beaucoup d'éléments visuels essentiellement parce que c'est là la force du film. Qui ont été bons, scénaristiquement le lien avec le premier, comment il va plus loin dans l'univers, ça j'ai beaucoup aimé aussi. Puis c'est très divertissant, tous les acteurs vraiment sont assez convaincants, assez bons. Enfin, c'est vraiment un excellent film, divertissement de qualité pour le coup. Et effectivement, je pense qu'on est assez d'accord sur cette dernière fin. Moi, je pense pas que c'est le dernier quart, mais c'est vraiment les quelques dernières scènes qui effectivement ont un problème, mais je pense qu'on en parlera plus en détail après. Bien sûr. Qui m'ont gêné, mais c'est quand même une expérience assez formidable. Et ouais, il faut le voir. C'est un film de science-fiction qui est vraiment d'une grande qualité pour le coup. Voilà. D'accord. Très bien. À mon tour. Qu'est-ce que c'était beau, ma parole! Mais qu'est-ce que c'était bien! Peu cher! Mais quand arrivé à la fin du film, j'ai senti quelque chose sur ma joue. C'était Quentin qui bavait. Mais c'était Quentin qui bavait, clairement. C'était Quentin qui bavait d'admiration. C'était waouh. C'est un des films les plus beaux dans la plastique même du film, hein, dans la plastique sonore et visuelle du film. C'est un des films les plus beaux que j'ai vu cette année. C'est un film extrêmement bien mené, extrêmement intéressant. C'est le blockbuster auquel vous ne vous attendez pas du tout. C'est-à-dire, je suis sûr qu'il va y avoir des gens qui vont aller voir ce blockbuster en s'attendant que c'est... En attendant de ce film que ce soit un film d'action, de science-fiction, et qui vont être totalement déçus. Mais j'en ai rien à foutre. Parce qu'en fait, ce film, il est, comment dire, une lueur d'espoir au milieu des blockbusters qu'on a à se bouffer tout au long de l'année. Il est une lueur d'espoir qui nous fait dire qu'il y a encore des auteurs qui essayent de faire des grands films, qui essayent de faire de la grande science-fiction, du grand film de genre. Et voilà, et j'irai le revoir avec plaisir. C'est 2h43, ça aussi, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont avoir peur de ça, mais je les ai pas vus passer. Pareil pour nous. Hein. Sur la fin, alors, on va en reparler après, hein, j'ai eu plusieurs idées interprétatives, voilà, on reparlera de tout ça, mais je suis d'accord, notamment sur, sur les quelques dernières scènes, hein, allez, le dernier quart d'heure, quelque chose comme ça, où c'est vrai que l'enjeu est beaucoup moins fort de ce coup. Mais parce que finalement l'enjeu peut-être ne concerne pas forcément des personnages auxquels on s'est attaché, ne concerne pas forcément le personnage auquel on s'est attaché directement au début, mais on y reviendra. Ouais. Et non, très très bon film à plein de points de vue. La comparaison avec le premier semble néanmoins peut-être un peu déplacée, parce que finalement c'est un film qui pousse le premier dans le grandiose, mais qui n'a pas forcément les mêmes objectifs, mais on en reparlera aussi. Donc voilà, merci beaucoup. Sur ça alors. Allez, parlons du scénario. Parlons du scénario parce que c'est... Quand on parle de Blade Runner, du premier film, c'est le point fort du film, hein. Sa qualité scénaristique. Et ici, on a quand même un putain de scénario, non, quand même? Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais... Moi, on a un scénario de science-fiction extrêmement intéressant, en tout cas. Oui, il a beaucoup de défauts, je trouve, dans la conclusion, mais après, ce que j'ai aimé, c'est tout le travail sur le background, en fait, sur l'univers. On verra au scénario lui-même après, mais je trouve vraiment ce que j'ai encore plus que le premier, même. Enfin, le premier était un scénario qui était assez simple, mais qui, en fait, c'était dans lequel le spectateur devait vraiment réfléchir et donc presque remplir les zones d'ombre, il y avait vraiment beaucoup de réflexion. Dans celui-là, moins, mais en l'occurrence, après, le background de l'univers en lui-même est encore plus développé. Que ce soit bien sûr dans tous les éléments cachés dans le visuel, même si ils ont ce côté un peu plus bourrin, un peu plus rentre-dedans qu'avant, quand on voit des marques par exemple telles que Sony, Peugeot, Atari ou Coca-Cola. Oui, mais en même temps, ça on a trouvé que c'était vachement... On en avait parlé dans la vidéo sur malin. Blade Runner, il y a tout cet aspect, les langues, sur la nouvelle linguistique, sur les nouvelles populations qui a évolué dans ce Donc là on est sur l'extension de l'univers. Que on va être dans un capitalisme écrasant maintenant, c'est pour ça aussi que les marques sont aussi omniprésentes. Au niveau on ne se cache même plus justement. Au niveau, on reviendra sur le rapport qu'il a avec le précédent et comment il le pousse à bout après tout ça. Au niveau des thématiques vraiment du scénario, du film tout simplement, moi j'ai relevé
une quête identitaire, celle dont parlait Quentin quand il parlait de Kadik et des trois différents aspects de science-fiction qui étaient poussés par le roman et l'aspect qui a été privilégié par le film ensuite. Là on a vraiment une quête identitaire, une quête du père finalement. Qui est presque l'inverse de l'autre, entre guillemets, tu vois. Qui est. Pas l'inverse, mais qui est un peu opposé à l'autre, qui était aussi la recherche du père. Ouais, on peut faire un parallèle, oui. Et Mais là aussi, le père est meurtrier dans celui-là aussi, notamment la scène avec le répliquant qui vient de naître. Donc, on a vraiment l'enquête. Là où en fait, dans le premier film, l'enquête permettait au final à Harrison Ford Harry Decker parce qu'on l'a vu en VF, c'est assez monstrueux. Après le reste de la VF elle est correcte, mais il y a certains passages un peu bizarres. Là où en fait c'était au travers de cette enquête qui était au départ pas censée du tout le concerner, qui se découvrait. Là, on a vraiment le personnage de Kay, on va l'appeler Kay plutôt que Joe. Oui. K aussi. K. Qui va vraiment enquêter lui-même sur sa propre identité, en fait, directement. C'est beaucoup plus direct. Où vraiment le film, en fait, c'est un répliquant dès le début, je m'attendais pas à ça. C'est ça, et il n'y a pas de mystère là, par contre, hein, comme tu l'as dit. C'est vraiment bien. On parle beaucoup plus de sa condition, donc le fait qu'il soit détesté déjà pour être répliquant. Il y a une discrimination. Et le fait, c'est bien dit dès le début, en fait, qu'il y a bien le monde est bien séparé entre deux espèces. Deux espèces, voilà, c'est ça. Oui. Donc encore une fois, les caractéristiques vont être totalement brouillées au bout d'un moment. Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est un autre thème du film, c'est ce désir d'humanité, ce désir profond qui motive finalement, même s'il veut pas se l'avouer dans un premier temps, qui motive K à poursuivre son enquête et à vouloir y croire au final, vraiment cette envie d'être différent et finalement d'être humain, parce que la naissance est... Ben non, on va spoiler, on n'en a rien à foutre. Oui, voilà. Spoiler de toute façon. Voilà. Le fait qu'il puisse être né comme un humain, ça ferait de lui plus qu'un répliquant finalement. Et c'est ce que la résistance exploite aussi. Mais c'est même plus encore, c'est le propos qu'a le film sur l'humanité en soi. Et sur l'âme aussi, parce que je me souviens de ce dialogue qu'il a avec sa supérieure, où il y a ce discours sur lui. Vous pouvez très bien vous passer de votre âme. C'est lui, il est à la recherche de cette âme, parce que finalement le propos un petit peu philosophique du film, c'est l'humanité est liée à l'âme. Et la question qu'il pose, c'est en fait qu'est-ce qui fait qu'un être vivant a une âme comme ça. Et ici, moi, je pensais que c'était le procréer, en fait, qui donne l'âme à l'être humain. Donner la vie, la transmettre. Et c'est pour ça que le chef de la Wallace Corporation, qui est donc qui remplace la Tyrell dans le film, n'a pas d'âme. Pourtant, est un créateur, mais n'a pas d'âme dans dans la manière dont il est joué. Tu vois, c'est le méchant sans remords, etc. Et il y a ce discours comme ça, ce questionnement du coup sur qu'est-ce qui fait l'être humain. Sur la mémoire surtout, c'est là où on voit que c'est... Enfin, je pense que c'est. Mais du coup, ce qu'on en comprend, c'est que la mémoire elle est falsifiée. Donc c'est pas un indicateur de... C'est pas un indicateur d'humanité, mais après, quand même vivre, c'est se souvenir. Justement, il y aurait pas... des propos de l'œuf, il y aurait pas... C'est Lokien à ce niveau-là, n'est-ce pas? Il fallait bien que je le mette quelque part. Il y aurait pas cet aspect aussi au niveau des différentes thématiques qui sont abordées, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas, la vérité et le mensonge, cette dichotomie là dans le film. Le rapport entre K et sa femme, je trouve génialissime, parce qu'on n'est jamais sûr en fait de la réalité de cette relation. Et ça c'est vraiment maîtrisé comme jamais. Et lui-même s'y perd finalement. Toute sa réaction finale à la fin face à la révélation entre guillemets, c'est quand il décide d'aller sauver quelqu'un. Quand il voit la publicité de sa femme finalement. Oui, quand il voit la publicité, c'est là qu'il a vraiment la conscience que tout n'était qu'illusion finalement dans cette relation. Alors c'est effectivement un revirement de situation qui est un petit peu rapide. Mais ce qui est fort dans le film, c'est que nous-mêmes on s'y prend. C'est-à-dire, Léa qui était à côté de moi, elle a été touchée quand l'hologramme a été cassé. Et on est touché. Parce qu'on y croit à cette relation. Et c'est ce qui est incroyable. On a réussi à donner une identité à un bout de métal. Donc finalement, le film parvient à placer le spectateur dans la peau de K lui-même et à se laisser perdre dans cette relation. Parce que dans un premier temps, on se dit, oh putain, ouais, c'est triste quand même. Tu sais, quand la première fois elle apparaît finalement, ah ouais, c'est triste. Qu'on le voit boire les 2 verres, tu sais. Mais petit à petit, avec la scène de la pluie, sous la pluie, là, quand il peut l'amener, et ensuite la scène est extrêmement forte, où elle fait venir la prostituée et elle se combine elle se synchronise avec. À partir de là, nous-mêmes, on se laisse aller là-dedans,
Et ben ça, On c'est se de la laisse science. berner, finalement, C'est par- de la science-fiction, mais comme on l'aime, c'est de la science-fiction Oui, intelligente. Et jusqu'à la fin, je pense qu'on peut se questionner vraiment sur la vérité, sur la véracité de la relation. Je pense que le propos est pas forcément directement de nous dire que en fait tout ça était faux, parce qu'il donne quand même une Pas conscience forcément, et des ouais. émotions aux machines. c'est Ouais, le concept. carrément. Après pour moi, tout ça c'est virtuel, c'est comme ça que je l'ai compris. Je veux dire, il y a une virtualité puisque c'est le slogan de la publicité, c'est tout ce que vous voulez entendre. Tout ce que vous voulez voir. Tout ce que vous voulez voir et entendre. Et Donc, en le fait, à fait, chaque fois, et c'est vrai que ça rentre. surtout aussi, Parce que même quand c'est des moments un peu tristes, ça va quand même dans le sens toujours du personnage Oui, de et K. du aussi du public, de ce qu'on voudrait Voilà, voir. donc nous ça aussi. entraîne C'est vrai. quelque chose de Et faux. là, c'est malin. Ouais, Et je pense que c'est un des personnages les plus intéressants du film, finalement, aussi, Oui, cette c'est un femme. personnage intéressant. mais- Et puis il est joué par Anna de Armas qui peut m'épuiser. Il fallait qu'on en dès parle, qu'elle il veut. fallait qu'on en parle, évidemment. Si elle est libre, moi aussi. Elle joue très bien aussi, de toute façon. Oui, 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 Vraiment, franchement, quelque chose, J'étais étonné pas parce grand-chose à que dire c'était du pas une casting. grande actrice jusqu'ici. Ouais, bah, donc, quoi. Qu'est-ce que tu voulais Bien, rajouter, bien, bien. Quentin Non, c'est juste deux choses en fait. Premièrement, en plus, je trouve que c'est un film beaucoup plus que le premier Blade Runner qui était bon, uniquement métaphysique, mais là c'est vraiment un film qui est assez critique, il y a vraiment une portée politique, je pense, tu vois. Oui. Que ce soit bon, quelque chose que j'ai envie comment je pourrais appeler ça, une forme d'hypocrisie hollywoodienne, je veux dire, ça c'est bon, ça n'engage que moi, mais cette manière de, souvent pour des films, des blockbusters intelligents, de critiquer la société conformiste et capitaliste, que je trouve j'ai une immense hypocrisie, même si ça peut être intelligent bien fait, mais c'est quand même immensément hypocrite. Et là, voilà, le film tombe là-dedans, mais je trouve va un peu plus loin, je vais y revenir après. Et deuxièmement, ça peut paraître prétentieux, mais et là vraiment je le dis parce que je le pense vraiment, j'y ai réfléchi en fait en rentrant chez moi hier soir, vraiment. Je pense que c'est un film kafkaïen. explique-toi, non, mais s'il te plaît. justement, Même pour nous. j'ai pas dit ça en l'air parce que j'ai vraiment beaucoup réfléchi. Il y a plusieurs éléments. Déjà, bon, ça je vais y venir après. Mais qu'est-ce qu'un film kafkaïen déjà Kafkaïen, bon, déjà, Qui est le philosophe. soit un film ou pas, soit une œuvre d'art kafkaïenne, parce que Kafka c'est. Oui, non, mais là on c'est un parle écrivain. vraiment de film. Mais, bien sûr, mais. D'un film, bien sûr, mais je parle comment dire, du propos qu'il y avait dans les œuvres de Kafka, tout simplement. Oui. Déjà, premier élément, et je vais vraiment me renseigner parce que je suis quasiment sûr, déjà, le fait qu'il s'appelle K. Donc déjà, je pense que c'est pas une lettre qui a été prise totalement au hasard, ou peut-être, mais en tout cas, toutes les œuvres, parce que Kafka n'a pas écrit beaucoup de romans, mais les romans principaux de Kafka, c'est-à-dire Le Procès et Le Château, le personnage principal s'appelle K. D'accord. Et c'est Monsieur K, ou voilà en l'occurrence, ou voilà, il a absolument aucun nom à part ça. Et les œuvres kafkaïennes, il y a toujours en fait, c'est des œuvres qui sont profondément dépressives, comme le film est, je trouve, c'est vraiment un blockbuster dépressif, vraiment cette espèce de mélancolie permanente en fait. Bien sûr. Et même à la fin, ça se finit. Mais il lui arrive pas grand chose de positif à notre personnage principal, hein, finalement. Même le Non, rythme, puisqu'il meurt. Oui, Voilà. tout simplement. Bam. Alors là, si vous étiez vraiment. Même, il souffre tout du long, il fait que se remettre en question Il en ne fait que permanence. souffrir. Ouais. Mais en fait, et je trouve, parce que c'est vraiment parce que bon, j'ai lu, j'ai pas lu le château, mais j'ai lu que le procès dans la métamorphose, mais qui en l'occurrence, il n'y a pas le personnage, ça s'appelle pas K, donc je peux pas comparer ça à la métamorphose, mais j'ai quand même lu ces œuvres-là de Kafka, et ça m'a fait énormément penser à ces œuvres à lui, mais vraiment. Et c'est juste parce que. Mais en quoi? Vas-y, précise-toi. En quoi bien évidemment, je vais le faire parce que toutes les œuvres de Kafka sont marquées en fait par l'incompréhension de l'être, le personnage qui s'appelle K, face au monde en fait. D'accord. Qui est c'est une perte de repère et la recherche de Dieu en fait, une recherche de sens à l'existence tout simplement, du sens de son existence, et toutes les œuvres de Kafka sont toujours des œuvres qui sont en permanence, il y a toujours la question en fait de la réalité, est-ce que ce que je viens de lire en fait, parce que bon, ce sont des livres, est vrai ou pas en fait. Et souvent on va repasser dans les livres de Kafka, on va repasser par les mêmes situations, c'est pas des flashbacks ou des retours dans le passé, Oui. on va passer par le même type de situation mais d'un point de vue différent en fait, il y a toujours une remise en question. Et le personnage va toujours évoluer et il va toujours se poser des questions sur sa propre identité. Et il est face à un monde qui ne lui donne aucune réponse en fait. D'accord. Et c'est des œuvres voilà, qui ont toujours cette espèce de gouffre existentiel. Tu Et vois. c'est vrai que, alors, expliqué comme ça, c'est clair et net qu'on oui, te rejoint. il y a quelque chose. Il y a quelque chose, mais il y a parce vraiment qu'après quelque chose. c'est difficile parce que pour ceux qui n'ont pas Surtout lu le côté Kafka, sans réponse du vous monde. pouvez peut-être pas voir, mais vraiment si vous avez lu un livre de Kafka, mais moi le fait qu'il s'appelle vraiment K, le personnage principal, avant que ça Ouais, s'appelle ça compte. et là, ça fait un écho, et bon, là, ce sera mon dernier argument par rapport à ça. J'ai pas lu le château, mais j'ai lu un résumé très détaillé, ça fait un an, quelque chose comme ça, parce que je m'étais beaucoup intéressé à Kafka à une époque. Et en fait, dans le château, le personnage qui s'appelle donc K, qui a pas du tout de nom, dans ses relations, parce qu'il y a des relations avec d'autres personnages,
à un moment, il y a un personnage féminin qui finit par lui donner un nom. Joe. D'accord. Non, c'est pas Joe. C'est même pas Joe en allemand, parce que c'est se passe en Allemagne. C'est même pas Joe, non. Mais c'est un espèce de surnom en fait. Et dans l'œuvre, ça aurait apparemment une certaine signification. En fait, c'est par ce nom que ce sera une forme d'espoir pour essayer de trouver une forme d'identité, en fait, tu vois, personnelle. Donc, c'est quand même très proche. Et le fait qu'il s'appelle K, moi, franchement, je suis sûr que. Je sais pas qui est le scénariste, je vais même pas vérifier si quelqu'un pouvait vérifier qui est le scénariste, je vais vérifier en même temps. Mais je suis sûr qu'il y a une inspiration kafkaïenne parce que quand tu lis un livre de Kafka, après quand t'as vu Blade Runner 2049, je vois qu'il y a une grosse inspiration à ce niveau-là. Renan, sur cette quête identitaire, cette quête du père, hein, par exemple, quand tu cherches le scénario, qu'est-ce que tu as des pistes d'analyse ou je sais pas, des choses que tu as envie de dire sur ce désir d'humanité aussi Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant sur la quête du père d'un point de vue simplement scénaristique? Il y a quelque chose qui est très intéressant, donc on baisse clairement dans le niveau intellectuel, mais c'est pas grave. C'est tout ce. Il y a eu un moment donné dans le film où, effectivement, si vous l'avez vu, vous êtes mis à penser, comme le personnage principal, que Descartes, du coup, était son père. Ah oui, ça c'est clair. Le scénario est fait comme ça. Et c'est surtout que, au départ, on pourrait penser que c'est une simple révélation. Mais le film insiste tellement sur les détails et tout que finalement on comprend que c'est même pas vraiment une révélation, ça fait plus partie de l'enquête et voilà, enfin c'est. Donc finalement, tout le monde le sait. La révélation du film en fait, c'est que c'est pas lui finalement. C'est ça, l'enfant. Et donc ça, c'est malin. Et ça nous est dit très brutalement, comme lui. Voilà, quand on parlait de ça, je m'étais dit oui, il a retourné la situation, c'est très intelligent. Mais en fait, même c'est encore plus intelligent que ça, parce qu'à mon avis, c'est forcé qu'il y ait réfléchi. Je veux dire, on a Harrison Ford qui a fait Star Wars 7 récemment. La science-fiction forcément est marquée par les scénarios de Star Wars, etc. Donc quelque part, il y a un retournement du code vraiment qui devient un code très très basique. Je veux dire, dans plein de films désormais, il y a le père, les Gardiens de la Galaxie 2 très récemment, où le père arrive comme ça. Et en fait, ça prend vraiment à contre-pied finalement toute cette tendance. Donc quelque part, en mettant en retournant la métaphysique du scénario. Je trouve que c'est là qu'on a vraiment le point de vue de K, en y repensant, en discutant, c'est que vraiment, de la même manière que lui, au niveau du rythme simplement, on découvre petit à petit qu'il est le fils de Descartes, et au début on ne sait pas trop si on doit y croire ou pas, et puis petit à petit on en est certain, et tout comme lui, ça nous est annoncé extrêmement brutalement. Hein. Oui. C'est vraiment, il s'est fait latter la gueule et puis d'un seul coup, ah mais non, c'est pas ton daron. Hein. Mais ce que tu vois, c'est même par rapport à lui, on voit vraiment. Parce que c'est la scène où il est avec la chef de la résistance, que j'appelais Christine Angot 2. Tu l'avais dit en plus, c'était Christine Angot quand on pouvait bien joué, bien joué. Christine Angot pour rien. Bref. Oh le sale rire de bâtard. Et donc quand il discute avec elle, voilà. Donc quand il discute avec elle et qu'elle lui dit qu'il doit ressentir une grande déception et compagnie et que ça nous arrive tous un jour d'être déçus par rapport à ça. Et en fait, ce qui est très fort, c'est qu'on voit à quel point il y a, comment dire, même le personnage principal d'un film hollywoodien, tu vois, qui est le héros, finalement, ce qu'il y a dans ce film, c'est juste un répliquant qui a été, je vais pas dire un outil, évidemment, c'est bien plus que ça, mais c'est juste quelqu'un qui a pris conscience de son état, qui a permis après d'arriver, qui a permis de résoudre en fait le film. Mais c'est même, tu vois ce que je veux dire, c'est même plus un héros en fait. Il a pas besoin, le personnage principal de la film n'a plus besoin d'être le héros, d'être celui qui est le centre de toute l'attention, le centre des relations familiales. C'est juste, et ça rend justement beaucoup plus réaliste et tangible le personnage principal. Et justement à la fin. Et ben, même quand il meurt à la fin, même si je trouve que c'est filmé de manière beaucoup trop froide et tout, quand il meurt à la fin, et je sais pas, j'étais pas touché émotionnellement, mais intellectuellement et spirituellement. On en reparlera. Oui, spirituellement, j'étais vraiment en accord avec lui, avec ce personnage, j'étais beaucoup attaché à lui, parce que c'était pas le héros hollywoodien, c'était justement de manière très réaliste en fait, un personnage très tangible. Et mais justement, ouais, vas-y. Par rapport au scénariste en fait, donc il y avait Michael Green, qui est le fantastique scénariste de Green Lantern, n'est-ce pas? Voilà, et d'Alien Covenant aussi, n'est-ce pas en plus. Ah ouais, c'est un génie. Il a ce gars. Il s'est rendu compte peut-être que c'était un baltringue finalement. Voilà, et finalement. Il s'est mis à bosser. Et surtout Anton Fletcher, qui est le scénariste du premier Blade Runner. Bon, d'accord, ça c'est de la logique. C'est pour ça. Mais il y a quand même, c'est marrant parce que vraiment, il y a vraiment sur le film l'ancienne génération de Blade Runner et la nouvelle génération qui sont donc
les deux générations 80-2010, Hollywood. Justement, je voulais revenir sur ça. C'est quand même vraiment confronté dans le casting, dans le scénario, dans la musique aussi. Mais je voulais revenir sur ça et me dire que finalement, cette recherche du père, on pourrait y voir. Alors, c'est vraiment une métaphore un peu simpliste, hein, mais on pourrait y voir. C'est vrai, comme dit Gwendal, on a vraiment cette confrontation, et en plus une confrontation très sensible, et qu'on a pu voir pendant la promo du film. Moi, ce qui m'a énormément touché, ce sont les photos où tu vois Denis Villeneuve et Ridley Scott côte à côte, avec Harrison Ford et Ryan Gosling côte à côte. Et aujourd'hui, Denis Villeneuve, c'est le type qui fait des blockbusters intelligents, comme le faisait faisait Ridley Scott à l'époque. Au début, avant de devenir voilà. et con. Et d'un autre côté, aujourd'hui, Ryan Gosling, c'est l'acteur qui a le vent en poupe, hein, clairement en 2017, Oh oui, bien sûr. tout comme Harrison Ford à son époque. Il y a vraiment un parallèle comme ça, Ouais, ça fait et intéressant. c'est pour ça que je me demande si c'est pas une espèce de métaphore où le personnage de Ryan Gosling représenterait peut-être un peu cette génération de réalisateurs comme Denis Villeneuve. Donc il a fait 50 ans, ça veut dire qu'il a découvert Blade Runner, il avait 15 ans quoi, Ouais. en 1982. Donc ça a été marquant, il a évolué avec toute cette Et à la génération recherche de de la gloire blockbusters. résumée, parce que tu vois ce que je veux dire. Pas vraiment, Non, c'est plutôt excuse-moi. ces réalisateurs-là veulent être des héritages en Oui, fait. voilà, c'est ça. Ouais. Veulent être eux-mêmes des héritages de et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec tous ces remakes, Mais il y a tous ces reboots. il Ils y a veulent une être déception. vraiment des héritages en fait de cet âge-là, cet âge d'or du blockbuster, et finalement se rendre compte, s'aperçoivent peut-être aujourd'hui que c'est pas possible, que c'est inatteignable, que c'est dans une bulle finalement cet héritage, tout comme la fille d'Harrison Ford dans le film, que c'est quelque chose d'inatteignable et que finalement il vaut mieux assumer cet héritage et lui rendre hommage, puisque finalement c'est ça, c'est-à-dire que Harrison Ford et ce qui s'est passé est une source d'espoir pour tous les résistants et les répliquants finalement. Et il vaut mieux assumer cet héritage-là et lui rendre hommage, donc, c'est-à-dire sauver Harrison Ford, lui faire retrouver sa fille, plutôt que de soi-même briller en étant, comment dire, en reprenant ce... Oui. En étant une pâle copie de cette... en perdant sa propre personnalité. Ouais. Et j'ai vu cette espèce de métaphore par rapport à ce bout d'histoire du cinéma. Et par rapport à la génération de Denis Villeneuve, qui est vraiment... c'est la génération de mon paternel, et c'est vraiment des gens qui ont grandi avec, et du paternel à Mathieu, et voilà, c'est des gens qui ont grandi avec Blade Runner, avec les Star Wars, avec tous ces films-là, tous ces films des années 80 qui les ont influencés forcément, c'est des films que voyaient adolescents, comme nous, Suicide Squad. Mais on note quand même quelque chose dans l'histoire du cinéma qu'il faut... je vais vraiment pas réagir à ça. On note vraiment quelque chose, c'est que les réalisateurs qui font des bons films n'ont jamais oublié le passé cinématographique. Bien sûr, ouais. Et c'est pas ce que le film dit, hein. Le film ne dit pas oublie ton passé. Il dit rends-lui hommage, mets-toi peut-être à son service, mais reste humble et surtout assume-toi toi-même. Assume-toi toi-même. C'est vraiment ça, il n'y a jamais eu de nouveauté dans le cinéma sans faire référence à ce qui avait déjà été fait. Et c'est quand même quelque chose à prendre, une leçon quelque part à en tirer. C'est qu'on révolutionne pas tout comme ça du jour au lendemain en emmenant ses couilles sur un plateau. Non, vraiment, mais c'est vrai que ça le montre et aussi. c'est en ça, en fait, que ça je voulais, on s'est venu comme ça, mais c'est en ça que je voulais défendre juste cette fin, même si, comment dire, c'est narrativement, au niveau même du rythme et des émotions, elle est quand même un peu à contre-pied du reste du film, et c'est vrai que on n'a pas le même climax que représentait la fin du premier Blade Runner, et qui est quand même très satisfaisante pour un spectateur d'arriver à cette espèce d'envolée comme ça avec le monologue en slip, et surtout cette fin avec la musique très puissante et Harrison Ford qui ramène, je parle de la version de 2007, Harrison Ford qui ramène Rachel avec lui, toute cette... voilà, tout ce truc un peu, ce souffle épique, quoi, ça on l'a pas dans ce film-là. Mais je pense pas que le film cherche à le faire. Non, mais après la scène de fin, la scène de la mort du coup de K est pas mal. Moi j'ai bien aimé. C'est joli d'un point de vue esthétique. Alors, je pense qu'il y a une petite référence peut-être à Citizen Kane, puisque au tout début c'est exactement les mêmes plans finalement. Un personnage qui meurt écroulé sur les escaliers, la neige qui tombe sur l'extérieur. Il meurt pas écroulé sur les escaliers, il meurt dans son lit. Il tombe du lit et il meurt sur les marches de son lit, si je me souviens bien. Il tombe pas de son lit. Il laisse tomber juste la boule de sa main, et lui il tombe pas de son lit, il meurt dans son lit. Il tombe pas de son lit. Ah non, il tombe pas de son lit. Mais de toute façon, je pensais aussi à un film japonais aussi où il meurt
Un petit peu comme ça, je crois que ça se passe sur un arbre, mais j'ai pas réussi à retrouver le titre. Kamikaze Girl. Je pense pas. Non, d'accord. J'ai trouvé la mort peut-être un tout petit peu trop découpée, mais représentée vraiment d'un seul coup, là où le film a des plans très sophistiqués. Là non, là on est dans la mise en scène. J'ai trouvé très simple cette mort et j'ai trouvé qu'elle avait une beauté simple. Oui, bien sûr. Et voilà, je fais après. Moi, je trouve, moi, la mort m'a pas du tout touché, ne m'a rien fait. Je trouvais qu'elle avait quelque chose, je sais pas. Tu voulais parler Je parlais en de. fait surtout de l'importance de la mémoire en fait dans le film, parce qu'on n'a pas assez parlé. Voilà, Et c'est très Révolution important. tu avais écrit. Non mais c'était ça que pour tu veux déconner, parler. non, ça sera à la fin en fait, parce que c'est la finalité. Mais c'est finalement parce que dans l'œuvre, je pense que c'est vraiment. On en a parlé au début par rapport à la thématique de la mémoire, Ouais. et à quel point elle est vraiment parce que d'un côté c'est quelque chose qui définit l'être humain, mais vu que c'est effectivement dans le film, les réplicants ont des mémoires qui leur sont implantées. Mais on voit que là justement c'est pas uniquement implanté par le pouvoir en place pour donner une illusion de bonheur. On voit qu'elle est implantée par la fille de Deckard en l'occurrence, qui est celle qui implante les souvenirs tout simplement, mais qui on voit finalement c'est elle qui avec les souvenirs, presque sous forme de rêve, qu'elle crée comme une artiste hein, vraiment. Ouais. Oui, parce que même sa machine, là, ça ressemble à un objectif de caméra, hein, sincèrement. Ouais, et un peu photographique, tu vois ce que je veux dire dans la manière, ouais, voilà. Ben, c'est une artiste et les souvenirs qu'elle va implanter, c'est eux qui, d'une certaine manière, enfin c'est comme ça, c'est grâce à ça qu'elle va déclencher chez K ce besoin de recherche, tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est Et on vrai. se demande si c'est pas pareil pour tous ceux qui mènent la révolution. Oui, c'est vrai. Donc je pense, parce que l'œuvre elle est beaucoup plus politique qu'on ne le croit, je pense qu'il y a un message par rapport à l'arte que puede ayudar a la révolution, des choses comme ça, vous voyez. Voilà, je d'accord. Français, s'il vous plaît. Oui, ou l'art qui peut aider, ou comment dire, Non, mais c'est très pousser intéressant. à la Je suis révolution, vraiment assez d'accord avec ça. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ce personnage de l'artiste, non, c'est clair. Et finalement, l'artiste c'est quelque chose d'indéniable. De toute façon, c'est un film très réflexif sur lui-même, du coup, sur l'art, et extrêmement profond. Maintenant, on va parler d'une thématique qui va plaire notamment à notre cher ami Gwendal, c'est le néo-noir, avec ses réminiscences tout au long du film. Alors pour moi, moins Personne. présent dans cet épisode 2 que dans le premier, clairement moins présent, mais ça s'explique aussi Oui. tout simplement parce que le genre néo-noir, ça n'existe J'ai presque ressenti un plus. truc, bizarrement, j'ai presque senti que le film était encore plus néo-noir que le premier en fait, je sais pas pourquoi. Ah, nouveau débat. Ah, bah, là, c'est Dans le intéressant. thématique. Mais c'est Mais intéressant. en fait, moi je pense un peu moins présent parce que désormais l'univers de Blade Runner il est. trop grand Voilà, pour c'est- être un néo-noir. Ouais, déjà il y a ça dans le néo-noir, enfin il y a des exemples qui peuvent on pourra toujours trouver des exemples contraires, mais habituellement le détective reste toujours dans un même endroit, même dans un même C'est quartier. peut-être une impression, mais on peut garder des thématiques. Ça, Ouais, c'est- il y a des thématiques qui sont là, Faire des thématiques ou des, comment dire, des personnages mais c'est récurrents, c'est des- quand même moins présent des aspects. justement, la femme fatale, tu allais en parler. Mais c'est-à-dire Ouais, que c'est une espèce d'ultra femme fatale c'est fatal Ouais, au sens arme Ouais, fatale, d'accord, tu oui. vois, Oui, c'est vrai, vraiment. femme fatale, Mais la foncièrement, figure c'est- du film noir, du coup la femme fatale, est moins là. Oui. Il y a cette figure, on en parlait tout à l'heure, du coup on va y revenir peut-être sur la chef, du coup, qui est Oui. toujours cette figure comme ça qui existe. Oui, un personnage qui est ambigu, un peu On va pas y revenir, débonnaire. on va parler dès maintenant. Oui, hein. qui est ambigu, débonnaire et qui voilà. boit tout le temps. Effectivement, En fait. Qui ça, boit c'est- tout le c'est temps, une figure exactement qu'on a. comme tu avais décrit le patron de Descartes dans le. Voilà, Oui, même dans l'ambiance, parce que même, enfin, je m'y connais pas trop en néo-noir, mais j'ai vu plus de films néo-noirs que noirs, à vrai dire. Et, c'est pas beaucoup non plus, mais bon, quand même, dans l'ambiance, l'atmosphère, ça m'y a fait plus penser. Je trouve le premier Blade Runner avait vraiment cet aspect dépressif, où il y avait cette impression qu'il n'y avait pas de, comment dire, qu'il n'y avait aucun espoir, tu vois ce que je veux dire, dans le premier Blade Runner, mais encore, Moi, je pense- celui-là, d'un côté, il y en a plus quand même à la fin d'espoir. Mais, ouais, c'est ça, que le film est quand même basé sur cette recherche justement Je de la pense lueur que ça d'espoir. vient aussi Vraiment d'une question de premier. variation, tu vois. Oui. Je pense que c'est un film qui reprend des aspects néo-noirs, mais étant donné qu'il est beaucoup plus ouvert, c'est ce qu'on essayait de dire tout à l'heure en fait, qu'il est beaucoup plus ouvert à d'autres décors, à d'autres Ouais, c'est ça. ambiances, ben du coup on a moins cette cohérence en fait au sein même du film. On a des moments qui sont hors sujet. Il y a des moments qui sont clairement des scènes, des couleurs même, dans la mise en scène même, qui sont complètement hors sujet si on veut
dire que ce film est totalement un film néo-noir, si tu veux. C'est-à-dire qu'on reprend des aspects, mais de toute façon, ce film, c'est vraiment une extension à tous les niveaux, je pense. Dans l'esthétique pure, Blade Runner avait ce côté néo-noir aussi parce que, par exemple, les éclairages créaient beaucoup d'ombre. Et le film noir, c'est aussi ça, un petit peu d'expressionnisme. Alors qu'ici, c'est plus clair, finalement. Il y a de la lumière qui est fausse, c'est de la lumière bleue, rose. Voilà, c'est plus du Dario Argento que du film noir, par exemple. Et d'accord. Bon, on va se diriger petit à petit vers la mise en scène avec tout ça. Je voulais juste terminer avec quelque chose, il faut que ça me revienne en tête, parce qu'on parlait du néo-noir, donc on parlait de quoi? On parlait du détective. Oui, la femme fatale, la figure de la femme fatale. Voilà, je suis mort. La figure de la femme fatale. Ah oui, deux choses à rajouter pour ma part. Pour finir avec le néo-noir et le noir, la figure de la femme fatale, finalement, ce personnage-là du sbire de Jared Leto, c'est finalement le némésis complet presque du personnage de Rachel. Parce que Rachel, c'était la femme fatale fragile finalement, qui se laissait séduire, qui n'hésitait pas à tuer parce qu'elle tue, mais qui est une femme forte, mais qui a sa part de fragilité. Ici, on est dans un personnage qui est omnubilé, qui a une obsession, c'est d'être la digne, comment dire, la digne fille de son père en quelque sorte, elle a été conçue et nommée parce que selon le personnage de Jared Leto, Wallace et Gromit, selon ce personnage-là, c'est le modèle le plus parfait qu'il a fait naître, enfin c'est du moins ce qu'on comprend. Et donc elle essaye d'être toujours à cette hauteur et à gagner cette hauteur, tandis que Rachel était dans une autre optique. Elle se remet en question en fait, plus Rachel. Et je trouve que ce personnage, il peut paraître très univoque, toujours dans la même visée, toujours dans la même... sans nuance. Mais finalement, je trouve qu'il est peut-être un peu plus intéressant que ça, un peu plus profond. De toute façon, ce film est particulièrement subtil par bien des points. Et je pense pas qu'on puisse simplifier les personnages. Ça reste un personnage qui m'a déçu, surtout dans la conclusion, entre guillemets, de son arc narratif. À la fin, quand elle finit, quand ils sont prêts à se noyer tous les trois, qu'il y a la bagarre dans l'eau, tout simplement. Et qu'elle finit par foutre une raclée à K. Et qu'après elle retourne et que là elle lui dit qu'est-ce qu'elle dit, je suis meilleur que toi. C'est moi le modèle le plus parfait. Le modèle le plus parfait. Je trouve ça quand même très basique parce qu'après son personnage va pas plus loin que ça. Je me suis dit après, allez, il a fallu 2h30 de film pour aller jusque là. Bon, ça aurait dû arriver dès la première demi-heure. Ça fait partie du film. Bon, après, c'est sûr que si on commence à réfléchir à un film comme ça devient plus très naturel si on réfléchit comme ça. Non, c'est clair. Mais quand même, je trouvais ça. D'ailleurs, il y avait ça dont je voulais parler aussi, ce retour à l'eau, cette espèce de symbolisme là que je trouve intéressant. Par rapport à l'eau. L'eau c'est la vie. L'eau c'est de là qu'est née la vie, hein, tout simplement. Ça c'est bon, à part quelques tarés qui ont fait des chrétiens, n'est-ce pas? Voilà, à part quelques tarés qui continuent à ne pas croire à Darwin, etc. Mais ça c'est pas grave. Désolé. Voilà. C'est de là que qu'est apparue la vie. Et c'est là dans le film que le modèle le plus évolué, la vie, qui a créé la vie ensuite, et c'est là que le modèle le plus évolué meurt finalement. Le modèle de vie le plus évolué meurt, que ce soit par l'intelligence, par la force, par tous les... C'est ce qu'elle dit avant d'aller classer comme une merde. La recherche de la perfection en abandonnant toute forme d'émotion. Voilà, c'est ça. Ou de cette espèce d'empathie. Du même parfait, parfait dans le sens raisonnable du terme. C'est vraiment... dominé par la raison. Dominé par la raison pure. Enfin, si, quand même, puisque du coup, elle essaye quand même de plaire au père. Elle a beaucoup de sentiments, puisque à chaque fois qu'elle tue quelqu'un, elle verse une larme. Elle verse une larme. C'est vrai, hein. Et il y a le moment où il y a Wallace qui. Donc on a des ventes, un des nouveaux modèles. Mais ça sert à cette discussion. Oui, justement, on évolue. Ça nous permet de nous rendre compte. Elle pleure, justement. C'est très intéressant. Après, il y a des fois où c'est sûrement. Sa principale émotion, c'est sûrement la haine. C'est que je pense que ce personnage, il y a un côté. Tu as raison. Elle est pas si différente des autres réplicants, en fait, tu vois. Même de K et compagnie, c'est juste que elle. Le fait qu'elle soit vraiment dans le système, qu'elle soit à Wallace, qui est celui qui est quand même à la base de tout ça, parce que c'est lui qui crée les réplicants, je pense qu'il y a une forme de déterminisme par rapport à ça, tu vois, c'est un personnage qui est tellement déterminé, on voit comme si elle avait une forme presque de conscience de son état, tu vois, elle a une conscience de tout, elle est consciente de tout ce qu'il y a de pas bien, enfin, je sais pas comment dire ça, voilà. Mais c'est comme si elle était
prisonnière comme si elle était retenue par une forme de... Comment dire ça? De... Aidez-moi, comme ça. Je sais pas, c'est Je sais pas comment dire. Elle est conditionnée. Voilà, elle est conditionnée, elle est retenue par une forme de pacte, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment dire Ouais. ça. Du coup, ça fait de K et ce personnage en fait des personnages qui sont similaires, à la simple différence que K a décidé justement de se rebeller contre ce système qui l'oblige à faire exactement comme elle, c'est-à-dire à tuer d'autres réplicants. Parce qu'en fait, au début du film, ils ont une relation même cordiale, d'entente, puis qu'ils s'entraident sur l'enquête. Et au début, j'ai même cru qu'ils allaient, Voilà. Effectivement, ils ont les mêmes être chemins. alliés, tu vois. D'ailleurs, K est pareil, puisqu'au début, il abat extrêmement froidement Batista. Mais faut le dire, c'est Batista. C'est Batista. Scène très intéressante d'ailleurs, hein, où encore une fois il y a un retournement de ce qu'on a pu voir habituellement sans avoir une baston grandiloquente. Ouais. Bref, et au début c'est des personnages finalement qui voguent côte à côte, qui sont deux réplicants, donc qui ont une certaine compréhension. D'ailleurs au début ils parlent de ce rapport qu'ils ont avec les autres êtres humains. Ouais. Ils l'abordent rapidement, donc il y a une compréhension dans la discrimination qu'ils vivent. Et puis ils prennent deux chemins complètement opposés qui les Mais c'est ça. c'est Et, deux frères ennemis quoi. et c'est pour ça que je trouve que ce personnage est plus intéressant. Ouais, il est intéressant. Il paraît, Après, parce que c'est vrai le genre de que personnage c'est vrai hollywoodien que très dans basique, cette scène, mais voilà. il est à chaque fois intéressant. Mais cette dans le rôle qu'elle accomplit dans l'histoire, c'est un personnage hollywoodien très basique, mais je sais pas pourquoi ce type qui a écrit Green Lantern et l'autre scénariste de Blade Runner, Ouais, mais je sais pas, il y a eu une fulgurance. Tout Ouais, est lui, Sam vraiment Fletcher, subtil. il a tout écrit. Ouais, je Et pense. Michael Green, Il a corrigé les fautes. Il a corrigé les fautes. Voilà, quand même. C'est ça. Pour revenir sur ce que tu disais sur l'artiste indépendant, sur l'artiste. Pas indépendant, Non, mais pardon. l'artiste tout court. L'artiste qui la mémoire qui influe sur la prise de conscience, l'indépendance. Il y a cet artiste-là qui refuse de se faire racheter par Wallace aussi. Ça, c'est quelque chose aussi. Ouais. Oui, c'est vrai ça qu'il y a compte. ça. C'est une artiste Elle le indépendante. dit, oui, je justement. veux garder une je veux certaine garder- indépendance. je veux garder une certaine Effectivement. indépendance. Et Quand finalement, l'art n'est pas instrumentalisé, cette c'est figure- là où elle peut cette vraiment figure- porter ses fruits. Et cette figure Hein très intéressante de l'artiste dans sa bulle, Ouais. moi ça me fait penser à l'Albatros, le poème L'Albatros, de cet artiste qui ne peut pas être dans la fin de ce... Oui, c'est une métaphore de l'artiste à l'Albatros, qui ne peut pas être au milieu de la société, qui ne peut pas vivre au milieu de la société, mais qui est un individu hors norme une fois qu'il est dans sa bulle, on va dire, dans les airs, dans le poème de Baudelaire. C'est Baudelaire? L'Albatros, Oui, c'est Baudelaire. hein, c'est Baudelaire. Voilà, je pense qu'on a fait un bon tour du fond, hein. Oui, On va peut-être parler de la rapidement forme. sur parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, parce que c'est quand même très basique Ouais, hein, c'est sur la très- forme. oui, hein. finalement. Ouais, il n'y a que dalle à dire, c'est du blockbuster classique. Ouais. Non, c'est faux. Mise en scène, Même monsieur si là. ça manquait un peu de plan séquence à mon goût, quoi. C'est vrai qu'il n'y en a aucun. Mise en scène. Un petit peu Bazin, trop on aurait monté. vraiment pas aimé. Ah ouais, ouais. Moi, Le montage je interdit. suis la petite pute de Bazin, moi. S'il n'y a pas un plan qui dure plus de 10 secondes, Bon. je vais rien foutre. C'est un film extrêmement beau, comme on l'a dit en préambule. Quentin m'a même interpellé à un moment dans le film en me disant que Oscar de la meilleure photographie. Non, Parce que- j'étais en train de rédiger le contrat. Voilà, je l'ai donné à Roger parce que c'est magnifique, C'est hein, vraiment c'est très- magnifique. Chaque plan a une Chaque a plan- une Un filtre Ouais. différent. mais chaque Un plan univers en différent. soi est une photographie ou un tableau qui a un intérêt graphique. Oui. Graphique et, varié. et C'est même pas au trop niveau du sens. prétentieux non Même au plus, niveau tu du vois. sens. Ça reste à voir. Il y a des Hein systèmes. Le niveau du sens, ça reste à Oui. voir. Il y a des systèmes qui naissent tout au long du film, notamment des plans sur le dos de Ryan Gosling, tu vois, enfin sur le dos de K, du coup, Ryan Gosling, qui sont cadrés rapprochés. Et c'est toujours là que lui arrive une révélation, si tu veux. Ce plan vraiment sur le dos très centré au niveau du cadre. Et dans le film, on va se rendre compte que c'est à chaque fois là qu'il va découvrir quelque chose. Une des Ouais. premières fois où il arrive, c'est là où il fait vraiment sens. C'est le moment où il est dans le bureau là, de l'exploiteur d'enfants. Où il sait qu'il est en train de tâter les cigarettes. Ouais. Et, Oui, et là, c'est vrai que le plan est de et là, vraiment, il a une révélation et après il se retourne et il s'en va. Tu sais, il a vraiment cette prise de conscience là. Ça réarrive au moment où il est à Las Vegas chez Harrison Ford. D'ailleurs, on parlera du fait que j'ai pensé que c'était une planète différente. Parce Ouais, que mais ça, c'est justement ce qui fait ça de ce prouve, film ouais, un truc que- excellent. Voilà, je pense qu'il y a quand même, en termes de sens... Ouais, mais Durandal va dire que c'était pas bien. Durandal, on s'en fout, d'accord. Mais après, pour moi, sur cette question du sens, Pas moi toujours, j'émettrais mais, du doute quand même. Parce qu'après, c'est visuellement. Au niveau du assez cadrage, il y a un parfait, travail finalement. quand même. Il y a un travail qui Ouais, est et je trouve que c'est essentiellement au-delà de formel. la jolie image, pour moi, elle est.
Bon, il y avait un autre youtubeur qui avait parlé de ça il y a pas très longtemps. Devant entre le beau et le joli, tu vois. Ouais. Voilà, parce que le joli, Là, c'est bon, bon. ça flatte la rétine, mais là c'est beau parce qu'il y a vraiment une âme derrière, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Parce que ces Le images, passage justement. des abeilles aussi, c'est. Oui, aussi, pareil, c'est magnifique. Mais parce que ça flatte la rétine, mais au-delà de ça, il y a. Il y a quelque chose, ça transcende en fait Oui, simplement mais c'est pour ça que je la. pense qu'il y a la des- plastique, il y a un ça va sens plus loin. derrière. Et moi je remets en doute quand même ça, parce que notamment la photographie, surtout Las Vegas, c'est très beau, c'est vraiment magnifique. J'y vois pas particulièrement un discours derrière. Outre Après, le fait que ce soit beau. Après, j'ai rien contre ça, je veux dire, un film avant tout, s'il est beau, oui, c'est mais bien. après, pour moi, Non, il faut pas que le faut pas non réalisateur plus surintellectualise même Voilà. le réalisateur lui-même. Et que Parce que il ça se devient une fait- œuvre trop froide dans ce cas-là. Il faut le comment dire parce que bon, c'est ma vision du cinéma, ça n'engage que Il y a moi, un mais côté instinctif. là pour aussi. moi vraiment le cinéma tel que je l'aime, c'est celui où il y a vraiment la spontanéité L'intuition. et Ouais, mais là, c'est l'intellectualisation. vraiment un choix radical Et que toute vraiment, une ça. séquence soit orange. C'est un choix, c'est radical pour le coup. Oui, mais parce que c'est l'univers qui est comme ça, tout simplement. Enfin, Oui, ouais, c'est assez la radical. poussière qui a envahi C'est Las pas un Vegas, défaut, mais ça c'est aurait été peut-être complètement. un peu mieux d'y Et trouver. le fait Après, c'est à nous qu'il aussi de arrive vers trouver un une endroit interprétation. qui est pour lui totalement. C'est un endroit justement, il va quelque part il va dans l'inconnu lui tout simplement. Il sait pas qui il va rencontrer, il sait pas son avenir. Enfin, son avenir. Bon, personne connaît son avenir, mais Et c'est pour ça que c'est aussi brouillé, tu vois ce que je veux c'est dire. une couleur qui Et en même temps, pleine s'oppose lumière. extrêmement. C'est une couleur qui s'oppose extrêmement fortement Oui. Son à la univers, ville et au, ça, c'est pas au faux. blanc auquel Oui. on a droit Oui. pendant tout le début du film. Et Au bleu et au blanc, Ouais. qui sont les thématiques, les couleurs Et principales. moi, du je film. pense que c'est un peu une forme de sable parce que je pense que c'est avant tout une critique de comment dire de l'arrivée du djihadisme qui vient du Proche-Orient, qui est de plus en plus en train de détruire nos sites occidentaux tels que la Grande Alors là, j'ai tapé sa tête son front contre la table, clairement. Donc Il saigne, quand là. elle exauce Arcade pas, de sourcilier. quand elle ne va pas pouvoir Henri parler. de pendant- Lescot Il est possédé. il ce me enfant. possédait, excusez-moi. Non, je plaisante. Il n'y a pas de discours à mon avis sur ça. Mais C'est après, discours, Villeneuve, c'est- pour avoir vu une de ses interviews, a expliqué que les couleurs dans le film sont extrêmement importantes, qu'il les a réfléchies en termes purement Et thème. sensoriels, Ah, c'est ça. d'effets sensoriels, mais aussi en termes de leur valeur narrative, si Ouais. tu veux. Et c'est un film, c'est vraiment. Quand j'ai des images du film, j'ai vraiment des espaces colorés différents qui me viennent en tête. T'as aussi ce rose qui est présent avec l'hologramme à la fin, tu sais, ce Ouais, ça, ouais. rose Oui. extrêmement fort. Et cette image très forte qui était déjà dans la bande-annonce, qui m'avait assez choqué, de Ryan Gosling avec les yeux très bleus, tu sais, et le visage carrément recouvert de rose. Cette espèce de marshmallow humain finalement. Ouais, après, Et ça, là, c'est clairement ce que Dario Argento peut faire. Ça, par exemple. c'est. pour, oui, euh, c'est pas du tout contre vous, contre moi, c'est pas pour nous dévaloriser, mais je pense à ce niveau-là qu'on manque un peu de connaissances au niveau de la photo pour en parler. Déjà, Aussi. il pense faudrait parce que- qu'on revoie aussi le film parce que c'est. Oui, Il mais faudrait moi, qu'on en et parle, moi, ça, je suis d'accord. parce que moi, vraiment, le travail sur les couleurs m'avait beaucoup marqué. Je suis sûr que tu prends Argento, c'est un très très bon exemple. Que je pense qu'elle est vraiment réfléchie parce que. Non, non, il y Comme a. on sait, les couleurs ont toujours une signification, ça nous ouvre toujours à des choses. Voilà. Que cette grande gens, cette grande femme soit violette ou qu'elle soit bleue, totalement bleue ou totalement violette, ça nous aurait vraiment renvoyé à des choses totalement différentes au niveau de notre psyché. J'espère que c'est le cas. Et Alors, en fait, moi, vraiment, je m'oppose comme ça à la beauté pour le beau. Le beau je pour m'y le beau. oppose. Le beau gratuit, tu veux dire. Voilà, je m'y oppose pas totalement parce que moi, ça, un bon c'est- pré-raphaélite, je suis quand même. Mais après, Putain, je reconnais des mots compliqués Voilà, pour la c'est- péter, c'est- c'est- Deuxième coup de. c'est toujours mieux un film qui est beau et qui n'a pas Ouais. de sens qu'un film qui est tout simplement mal réalisé. Mais Miami Vice de Michael Mann, qui Mais est, après, il faut qui s'adapter est à chaque formellement assez moche finalement, mais Mais- qui a un intérêt. Je veux Oui, dire, je le oui, trouve oui. plus film. Mais après, intéressant. on que- s'adapte, Voilà. évidemment. Mais là pour le coup, bon c'est parce qu'on n'a pas encore travaillé trop sur le sujet, on peut pas trop en tirer de conclusion. Là, on et vous là, donne du un coup, il y a un avis de blocage. ce qu'on a. Du Voilà, coup, moi, on a ça- eu qu'un ça- jour pour le. J'aimais digérer juste ce film, légèrement donc, une lourd. légère nuance du coup sur la forme plastique magnifique du film. Juste c'est de la nuance. Tant que j'ai pas trop de réponse à ça, je n'irai pas jusqu'à crier au génie. Quoique c'est vraiment magnifique ça et vraiment Y a rien. personne ne le dira. Ouais. À part du coup si la fin, le combat dans l'eau, je le trouve un peu dommage. Parce qu'il y a quelque chose avec le néon qui se passe, le néon de la voiture là sur l'arrière. Il y a quelque chose qui se passe avec et c'est pas exploité à mon avis. Pas assez en tout cas. Je veux juste apporter un truc par rapport au directeur de la photo. Parce qu'on oublie très souvent de faire ça. Parce que il y a pas longtemps, j'avais acheté un livre sur. C'était plusieurs interviews de grands directeurs de la photo, dont Roger Deakins, c'est dans le livre justement. D'accord. Et donc, ça Roger m'a fait Deakins, penser en qui fait, est- c'est assez drôle parce que il y a un qui soir, est quand je le rentrais chez moi, directeur de parce la que photo je l'ai ramené à. de Blade Runner. Ici, parce que je pensais un jour peut-être pouvoir vous 2049. le présenter, mais je pense jamais. Et en fait, dedans, quand j'ai vu le bouquin, quand je suis arrivé, il n'y avait pas Roger Deakins dedans. Et ce matin, parce que je n'avais pas le faire hier soir, je l'ai feuilleté.
et j'ai pu un peu relire l'interview de Roger Deakins qu'il y a dedans, donc je vais pouvoir vous partager un petit peu. Qu'a dit le fameux Bon, après, auteur. ce livre qui est interviewé, c'était il y a plusieurs années, donc évidemment il n'y a pas Blade Runner dedans, mais c'est juste parce que souvent on fait des rétrospectives de réal par rapport à la filmographie, mais on fait pas des rétrospectives souvent de directeurs de la photo. Ce sont des auteurs aussi, Oui, non, très... et souvent ils ont un style à eux. C'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est C'est des très artistes intéressant. complets eux Et aussi, Roger hein. Deakins, quand on Tout voit, comme c'est les vrai que lui, compositeurs et les... en fait ce qu'il disait Roger Deakins, disait moi, quand on m'appelle pour que je sois directeur de la photo sur un film, généralement, on m'appelle pour une bonne raison évidemment, parce qu'il y a quelque chose avec mon style. Il a dit moi, et l'intervieweur lui demandait mais c'est quoi votre style? Il a dit bah je pense que mon style, il dit ça à l'époque, bah, je trouve profondément réaliste par rapport à d'autres directeurs de la photo, quelque chose d'assez froid et de... Ma photographie, j'essaye de rendre les choses presque plus réelles que le réel en fait. Et quand on voit les films des frères Cohen, ou Prisoners, de Denis Villeneuve, il y a aussi Premier Contact, Sicario. Non, Sicario c'était pas lui par contre. Sicario, c'est lui. C'était lui? Ouais. Ok. Excusez-moi, Ennemi c'est lui ou pas Ennemi? Ennemi, c'est pas lui. Ah voilà. Mais quand on prend ces films-là de Denis Villeneuve, les films des frères Cohen, ou l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford, quand même un putain de nom à la con, si vous voulez mon avis, qui est un excellent film. En fait, on voit qu'il a vraiment un style qui est, bon, dans le film des frères Cohen en particulier, un style qui est vraiment assez rugueux, assez réaliste, tu vois. Mais qui a ce côté, je sais pas où, parce que vous pouvez m'aider, vous avez plus de connaissances en photographie que moi, mais il y a un côté qui est vraiment réaliste, foncièrement. Oui, ben ça se sent notamment sur la première scène chez Dave Bautista, dans la Là, ça fait simplicité. penser du Roger Deakins, justement. Il y a de la simplicité. Et Et quand on est chez K, tu vois aussi. il y a aussi cet aspect... Mais tamiser les lumières, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Vraiment. On ne va pas montrer les sources lumineuses à l'intérieur du cadre, on Ouais. va essayer d'être le plus discret Dans possible. Prisoners, il y avait un côté presque une forme d'uniformisation, enfin un côté qui était presque gris permanent. Ouais. Vous avez vu Prisoners Ouais, ou je pas? l'ai vu, Un ouais. gris permanent. Ouais, parce qu'en fait, on a l'impression, sans que jamais ce soit montré, que la ville, est, depuis le premier plan du film, est vraiment couverte Tout le par temps un gris. orage. Quoi. Tout le temps Il y a gris, tout vraiment, le voilà, temps. Ouais. Ça, de ce côté-là, c'est C'est vraiment vraiment excellent. dépressif. C'est assez contrasté aussi comme éclairage, je trouve. Oui. Et là, dans Blade Runner, c'est la première fois qu'il fait une. C'est complètement. Parce que même quand tu lis son interview, quelqu'un qui a une vision de la photographie, c'est quelqu'un qui est pas. Même lui, il reconnaissait dans son interview qu'il était pas doué pour faire de la grosse photographie, genre La Porte du Paradis de Michael Cimino, genre. Bah, incroyable, genre oh mon dieu, qu'est-ce que c'est beau, chaque plan est un tableau. Justement, il a dit, moi je suis beaucoup plus simple et tout. Pourtant, Blade Runner 2049, c'est l'inverse. Mais parce que C'est- après, et moi, c'est c'est le. quelque chose qu'il a fait C'est avant. comment dire, c'est le. Oui, peut-être qu'il a essayé de se transcender lui-même, et puis c'est le travail avec le réalisateur aussi de. Il y a évidemment la lumière et la manière dont on filme la lumière aussi, ça compte. J'ai pas compris. Ça m'étonne pas. Et non, mais gros travail. À ce niveau-là, c'est un film magnifique, comme on l'a dit. Au niveau du montage, j'ai pas relevé de. Je le trouve assez. Comme tous les films de Villeneuve, je le trouve. Enfin, à part Premier Contact, parce que Premier Contact repose beaucoup sur le montage, donc Je je le peux en trouve assez parler. transparent en fait. En fait, le montage des films de Villeneuve, il y a un côté, je trouve, il est Et c'est pas. il est très fluide, il est très efficace. Voilà. Après, il n'y a pas de gros parti pris, donc. C'est pas. il est très fluide. dire que c'est il est transparent, vraiment c'est pas une fluide. Et critique, surtout, hein, c'est c'est, le film, voilà. je trouve 2h40. Quoique le montage et ça s'accorde avec la mise en scène est volontairement très lent. Oui, Tout à fait contrairement à ouais, quoique Premier Contact, il y avait ses aspects aussi. Il n'était pas extrêmement rapide dans Ouais, son rythme de montage. Toujours des films qui Mais prennent leur temps quand même. Prisoner, c'était quand même beaucoup plus Sicario aussi survolté. était un peu plus. Ça, je l'ai pas vu, je peux pas Mais dire. comment dire, évidemment, enfin, c'est pas un montage à la Godard, c'est clair, hein, c'est Non, pas un non. montage. Non, mais c'est un montage très classique, mais très efficace, efficace. ouais. Efficace. Mais de toute façon, très souvent, certains chefs monteurs te diront que les montages, les meilleurs montages, c'est ceux qu'on ne voit pas très souvent. Justement. Après, ça ouais. dépend des styles des réalisateurs. Moi, voilà, le montage à la Godard dans À bout de souffle, j'adore, Mais après, alors que c'est oui. très Mais visible. même parfois, il y a des. Ça dépend oui, de la il y a des- volonté. Mais après, parce que Ouais. de toute façon, les films de Godard, ils sont montrés quand c'est très visible, tu vois. Là, il y a des gros on parties. veut t'immerger dans un film Voilà, quand même. c'est ça. Oui, Par un donc, montage irréaliste, voilà. on peut Godard, pas. il veut pas t'immerger dans son Ah, film. pas Il du veut tout. Je veux justement dire, tout le temps c'est te un bousculer, tu vois ce que je veux dire. C'est Ouais, ça, oui. si les plans après rentrent en opposition entre eux, je veux dire comme le faisait par exemple The Stein pour montrer que j'ai de la culture quand même, je veux dire, ça peut pas fonctionner dans un film hollywoodien. Ça peut pas fonctionner parce qu'on veut se rapprocher des personnages et on veut que le spectateur s'immerge dans Et c'est l'histoire. en au ça que maximum. ta Ça peut pas critique fonctionner. du fait de mettre des petits noms quand on arrive à un endroit, des petits titres, est assez pertinente parce qu'à chaque fois qu'on a un petit titre dans un film, pour dire qu'on est à Las Vegas ou pour dire qu'on est quelque part, à chaque fois qu'on a un petit titre, ça nous renvoie Ouais. à la condition de film finalement qu'il est quoi. C'est Ouais, clair. Ça c'est aussi un défaut du coup qu'on a. C'est un petit qu'on a appel allé du voir réalisateur aborder. qui te dit C'est hey, c'est vrai que on est Blade à Las Runner arrive
arrive pas, c'est la faute des producteurs, des studios, de Denis Ça après ça lui-même, dépend, on peut ouais, pas je sais savoir, on peut pas savoir. Il arrive quand même, il a du mal à se détacher de cette vraiment de ce côté explicatif qu'a sans cesse, pas sans cesse d'ailleurs, il y a des très bons films qui ne sont pas du tout explicatifs à Hollywood, mais le flashback notamment. Oui. Très très mal Et d'avoir amené, et d'avoir de remontrer des scènes qu'on a déjà vues, je veux dire, ça c'est vraiment, vraiment dommage. et d'avoir le grand méchant qui est un espèce de gros taré New Age complètement dégénéré qui te fait un gros discours philosophique. On en revient sur qui le paraphrase scénario plus ou là. moins ce qui se passe. Non mais ça en fait partie aussi, tu vois ce que je veux dire. Il y a ce côté surexplicatif où on mâche le travail du spectateur qui moi me casse un peu les couilles quand même aussi. Ouais, c'est vrai que le film aurait gagné Après- à être plus mystérieux. Après tu sais le problème à Il y en a Hollywood. que d'autres. Hein. Après tu sais le problème à Hollywood c'est que il y a toujours des studios derrière, Ouais. il y a toujours des. On sait Ils jamais. vont pas comprendre, ils sont trop cons. On sait jamais trop de verra qui ce viennent qu'il y a, les intentions, ce sera peut-être dans quelques Ah, années que Villeneuve dira non. ouais on m'a obligé à faire ça ou voilà. Ouais, mais c'est pas un truc Mais extrêmement gênant. c'est donc, pas. mais moi je pense oui, même, c'est je suis pas tout à fait sûr, mais je pense même que c'est le scénariste qui s'est lui-même bridé. Hein. Après ça Mais dépend, c'est- hein, franchement ça C'est dépend. automatique, après c'est bête, mais ça peut être aussi un réflexe explicatif. Ouais, hein. peut-être. hein. Mais Mais, le film aurait gagné à c'est ne vrai pas que- marquer ses environnements. Et c'est ce qui est Ça aurait assez été fort beaucoup dans plus Star Wars, sympa. à part Rogue One qui le fait à nouveau. Oui. C'est ce qui est assez fort dans Star Wars, c'est qu'on t'amène sur des planètes et sur des endroits que tu ne connais pas Voilà. et sans jamais te mettre de titre. Oui, mais- À peu près dans Star Wars, dans la trilogie originale, même la nouvelle trilogie, je parle pas du 7, hein, je parle de celle d'avant, dans la prélogie donc, il y a quand même, c'est un peu dit parfois dans les dialogues, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, Non, mais après, même moi dans j'aime beaucoup l'ancienne. quand c'est dit dans les dialogues, mais parfois on sent que le dialogue est là juste pour dire bon, moi ça se passe sur cette planète, tu vois ce que je veux dire. Ou pour dire tiens, la situation se déroule de cette manière. Il y a ce côté très forcé parfois dans Star Wars, faut dire ce qui est quand même. Parce que c'est Après, dans Star Wars, c'est c'est facilité parce que les univers, enfin, c'est facilité et compliqué, mais les univers n'ont rien à voir entre eux. Chaque planète a un code visuel qui est différent. Là, ici, les environnements sont parfois différents, mais parfois proches. Donc, c'est vrai que. Mais ça aurait été mieux, on serait perdu, on nous aurait dit voilà, on aurait compris que ça se passe en Californie, on va dire. LAPD déjà. Voilà. À voir c'était à Ça, Oxford ça- sur mais voilà, Monterey, mais ça suffisait en fait. On nous aurait dit ça se passe à Los Et déjà le Angeles. premier se passe aussi à Los Angeles. Quand le personnage de Descartes du coup parle Mais même, ici à moi, l'époque ça me on dérange venait pas. jouer etc, on aurait tout de suite compris. que Qu'ils c'était fassent Las comme Vegas. dans le premier, qu'ils mettent juste Los Angeles au début Voilà. et ensuite qu'ils mettent pas Las Vegas et tout ça. Oui, parce Voilà, que voilà, c'est Et ça. qu'il. D'ailleurs, on va revenir sur ça. Le fait que j'ai pensé qu'on était sur des planètes Ouais. différentes, j'ai dû lâcher à un moment justement ces titres. Parce que en même temps, ils sont pas très assumés ces titres. Ils sont, tout petits, ouais, tu c'est sais. Donc je les ai peut-être pas. On c'était- voit que c'est- c'est pas de lui vraiment. Il y a tellement de choses à voir sur l'écran. On ne sait pas. Il y a tellement de choses à voir sur C'est l'écran ouvert, que. on en parle, on on en le sait. parle. qu'on n'y fait pas forcément attention. Et moi, bêtement, je pensais que c'était carrément d'autres planètes. Donc il y a vraiment une distinction comme ça entre les lieux qui est faite déjà aussi un peu à la Star Wars justement. On différencie nettement les lieux, soit par les couleurs, voilà, par plusieurs aspects. On va revenir peut-être sur le son, puisque Quentin, tu voulais parler du sound design et de la musique. Ouais, alors j'ai vraiment été surpris parce que je savais pas qui avait fait la BO avant. Je suis un peu con parce que moi je suis comme vous aussi, je suis un grand fan de la BO de Vangelis du premier, qui est vraiment un putain de chef-d'œuvre. Oui. Et en l'occurrence, je ne même pas renseigné sur qui allait faire la BO de la suite. Bon, je savais très bien que ça allait pas être Vangelis, il est un petit peu vieux. Même s'il aurait pu très bien le faire quand même, il y a des gens. John Williams il est très âgé, il continue à faire de la merde avec Star Wars 7. Et Ennio Morricone a continué à composer pour Tarantino, son Oui, dernier. avec les salopards, enfin un Oscar, bref. Et en fait, donc c'est Hans Zimmer en collaboration avec un autre compositeur qui n'a même pas de page Wikipédia, donc c'est pour dire que. Non, c'est un de ses tout premiers projets, il est vraiment très méconnu. Mais il est cité avant Hans Zimmer. Oui. Au générique. C'est très souvent Ouais. ça, hein, mais Même si Hans Zimmer, ça n'a pas juste été genre j'ai composé 2-3 morceaux, et puis voilà, il a. On voit qu'ils ont. C'est comme sur la BO de Batman vs Superman où Junkie XL et Hans Zimmer ont vraiment travaillé main dans la main, Ouais. et que c'est vraiment l'osmose parfaite entre les deux. Et en fait, la BO, en toute sincérité, j'ai vraiment trouvé bien. Elle est en train de passer en ce moment d'ailleurs, je trouve qu'elle est bien. Elle est on bien l'entend moins depuis le mémorable que début. la bande-son de Vangelis parce que C'est vrai. je trouve la bande-son de Vangelis qu'elle avait d'extraordinaire. Bon, au-delà de cette utilisation des synthés, c'est vraiment cette espèce d'ambiance sonore qui. Là, c'est ce qu'on retrouve dans celui-là. En fait, le sound design et la musique parfois se fondent et Se mêlent, il y a des ouais. moments. C'est pour ça que je l'ai réécouté après, parce que je me disais parfois il y a des moments, je sais pas si c'est le sound design de la Ouais, ville c'est ce que je me suis ou dit. si c'est la BO. Et en fait, non, c'est la BO. C'est la Et puis BO il y a la son scène ambiance très forte du combat entre Harrison Ford et K dans
l'espèce de musical en hologramme C'est la là, musique sous licence. qui, hein, qui est très fort aussi, avec les passages où on a la musique et les images, et puis d'un seul coup la musique s'arrête et ça revient tout le temps. Ça, ce passage-là, on est totalement perdu au niveau sonore. Hein. Et pour revenir juste à la BO Il y a même un stress qui se crée par rapport à ça. Ouais. Et pour revenir juste à la BO, je trouve que la BO de Vangelis, c'est comme si, en quelque sorte, elle prenait plusieurs genres musicaux, que ce soit, enfin, la musique, c'est la musique synthétique qui imite la musique symphonique avec le thème principal, tu vois, ou le blues dans le thème qui s'appelle Blade Runner Blues, n'est-ce pas? Ou le thème final qui est un espèce de gros morceau technoïde en mode... Enfin, un espèce de gros morceau bizarroïde. Voilà, ça. Et en fait, il prenait tous ces genres de musique moderne entre guillemets, et c'est comme s'il les mettait dans le futur, en fait, qu'il les faisait évoluer, comme si on les jouait comme ça en 2019. Et c'est exceptionnel. Et celle-là, c'est le thème principal, je vous l'ai dit tout à l'heure, et je pense vraiment, c'est vraiment le Hans Zimmer des Landman Cuits. Comme je dis, comme pour Man of Steel, c'est vraiment le Hans Zimmer qui le lendemain, il a un petit peu, voilà, il a un peu dans les chaussettes, il fait piou 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 sur son clavier, et hop, c'est fini. Non mais j'exagère, hein, alors nous on a le mi, mais c'est pas mal. Moi, jamais de ma vie je composerai une chose pareille, j'ai même pas l'ombre de la moitié du quart du talent, mais quand même, ça manque de souffle, et c'est ultra classique ce thème principal, alors que le thème principal, c'est quand même important dans les films de genre plus que dans le cinéma d'auteur et tout. Le cinéma de genre, quand même, le thème principal c'est quelque chose qui compte. Le thème principal il est vraiment très passe-partout. J'ai écouté ça dans plein de jeux vidéo, des jeux vidéo banals de Cyberpunk, j'ai écouté ça un milliard de fois, ça ressemblait à ça vraiment. Par contre, le reste de la BO, je trouve qu'il y a des moments vraiment où il y a le son Zimmer qu'on retrouve dans Dunkerque il y a peu de temps, mais aussi dans Inception, dans The Dark Knight dans une moindre mesure. Vraiment, c'est le l'ensemble de cuivre, ouais, mais cette espèce de pont, mais désormais dans Dunkerque et dans celui-là, à mon avis. ouais, tu le fais mieux. dans celui-là, c'est assez déstructuré en fait. C'est comme s'il détruisait le pont. C'est en fait on sait même plus. C'est un mélange entre un bruit électronique et on sait même plus vraiment qu'est-ce que c'est. Et non. Sur la musique de Zimmer a toujours un côté un peu expérimental. Parfois, surtout The Dark Knight, vraiment de la avec le Why So Serious, le thème du Joker qui est voilà, dinguissime. Parmi des titres excellents. Mais donc voilà, il y a ça. Et sinon, le reste, le sound design, je trouve, est vraiment. Alors, ça pourrait être un tout petit détail, vous allez vous foutre de ma gueule, mais c'est par rapport à un bruitage. En fait, c'est con, hein, mais par rapport à un bruitage, bon, après, c'est une arme du futur, tout ça. Mais ce que j'ai aimé, par contre, c'est que vu qu'il y a des banques de de bruitage, on voit souvent les mêmes bruits de. Les mêmes. Bah, tiens, par exemple, ça, il reprend un thème. De Vangelis. Du premier, il n'y a pas de problème avec ça, hein, on le pardonne. Voilà, je te pardonne. Et là, c'est fait exprès, non? Oui, bien sûr, c'est le moment où il y a Shen Myung, enfin la fausse Shen Myung qui revient. Bref. Et donc, c'est le bruit en fait du pistolet, de l'espèce de pistolet qu'il utilise. Et ça peut paraître complètement con s'intéresser à ça, mais parce que un film c'est aussi composé de détails, on l'oublie. Il est doublé si je ne m'abuse. Il y a un double bruit de pistolet. Oui, et puis il y a un côté vraiment qui est très fin et qui vraiment fait vraiment bruit d'arme futuriste où on essaierait justement d'atténuer le son. Et généralement maintenant de nos jours, même dans les films de SF et compagnie, il y a toujours des bruits de flingue que je trouve totalement surréalistes. Des pistolets laser. Oui, surréalistes. Qui, je trouve, moi, si dans le futur on fait des armes pareilles, bon ben c'est quand même du grand n'importe quoi, je trouve. Alors, pareil, mais vraiment c'est du grand n'importe quoi. Et troisièmement, qui se ressemblent tous avec vraiment ce côté banque de son, c'est genre le cri Willem du pistolet quoi. Et non, c'est pas con, mais là j'ai bien aimé ce son là, et je trouve en général, en fait, travailler sur les bruitages du film. Ou genre dans les films de SF, on a tout le temps les mêmes doublages, surtout putain les bruits d'hologrammes et tout qui me cassent les couilles, c'est toujours les mêmes. On a l'impression que tous les films de SF passent dans le même univers. Tu sais, et là, c'était beaucoup plus tangible et réaliste. Ouais. Même là, c'était plus simple. Le fait de mettre les 3 notes de Pierre et le loup, tu sais, à chaque fois qu'elle apparaît ou qu'elle. Ça, c'est pas mal, tu vois, ça c'est vraiment plutôt malin. Moi j'aurais mieux perdu Pan-Loup à la place comme ça. Pan-Loup, est-ce que tu as quelque chose à ajouter à finalement, à tout ça, on peut dire que ça va nous amener sur notre dernier point, c'est que l'univers de Blade Runner 2049, il a cette force, et c'était déjà le cas dans le premier évidemment, qu'il est tangible. Tout simplement. Ouais, alors qu'un univers de science-fiction comme les Gardiens de la Galaxie, évidemment, qui ça rejoint ce qu'on a dit sur le montage, c'est qu'on est vraiment en immersion. Évidemment. Et pour le montage justement, moi j'avais remarqué qu'il y a toujours la caméra qui est proche, beaucoup de plans rapprochés sur Ryan Gosling. Et le plan rapproché, c'est le plan psychologique.
beaucoup de plans assez longs finalement. Finalement, donc Le plan long, le pas côté conséquence. très immersion dans les bas-fonds enfin dans l'enquête quoi de ce monde futuriste. De ce côté-là, du coup, André Bazin aurait peut-être aimé le film, je ne sais pas, il faudrait lui demander. Non, Oui, après, moi je pense que rajouter des plans séquences que maintenant, bon, je suis pas encore fan de question, mais c'est un truc aussi que je déteste maintenant, c'est que le plan séquence sorti du cahier des charges des blockbusters. au début du film, il doit y avoir. À cause d'Avengers en 2012 qui a fait le plan séquence de fou. C'est vrai. Et maintenant, boum, t'as le plan séquence. Il y a Pas un vraiment parti justifié, qui est pas vraiment toujours, bien qui est fait. toujours des fois. assez. Enfin, qui a le côté hallucinant mais très superficiel et très. Voilà, superficiel. Voilà, superficiel parce qu'il a souvent pas beaucoup C'est de bon. sens, c'est juste pour impressionner, pour faire un plan long. Souvent en plus il est numérique donc c'est pas très impressionnant quand tu connais un peu le cinéma. Bien sûr. Et là, en fait, vraiment j'ai réfléchi, je me suis dit est-ce que ça serait quelque chose de rajouter un plan séquence que... Non, même, tu mais vois, ça va pas dans est-ce le qu'à un moment où je film, m'étais de dit- toute manière. En fait, quand j'avais vu le film, c'est la scène où il y a avec Harrison Ford, avec Elvis, tu vois. Ouais. Là, je me suis dit, putain, le plan séquence, mais vu que avec le plan séquence, le fait qu'il n'y ait pas de coupe, et que justement toutes les apparitions et réapparitions d'Elvis, une manière de cadrer, on pourrait prendre Elvis et en même temps Gosling et Harrison Ford dans le fond, on aurait pu créer une tension de fou avec un plan séquence, justement tout ça en même temps. Mais après, j'ai réfléchi, je me dis, ouais, mais avec le reste du film, ça aurait fait tâche, et je pense que pourquoi pas le monter tout simplement. Ouais, ça non, aurait c'est changé vrai. à rien, ça aurait changé à rien. C'est vrai. C'est vrai que. Et bon, voilà, et c'est. Je pense qu'on peut conclure, on est bon. On parce va que c'est un sacré film de on merde. va aborder la question de l'univers étendu du coup. Ouais, et des boobs d'Abba de Armas aussi. On peut aborder cette Allez, la Mais il y a une perle. scène que j'ai bien aimée, ça n'a rien à voir. Il y a une scène que j'ai bien aimée, c'est le moment où le personnage de Wallace va chercher sa création. J'ai beaucoup aimé, alors que pourtant je suis pas du tout un amateur d'art contemporain. Mais ça m'a fait penser à ces performances là que peuvent faire par exemple les, Un peu, ouais. comment ça s'appelle, les artistes surréalistes Dada un petit peu dans ce côté là. Dans ce côté s'enduire comme ça d'argile, C'est pas le le dadaïsme, nu. ça. Le dadaïsme c'était des créations de costumes. Alors, le débat Cubique, sur le par exemple. dadaïsme, On bah, va arrêter la le manger. théâtre Dada c'était des créations Oui, je suis de d'accord avec costumes. toi, mais maintenant c'est plutôt juste le performance art et Voilà, compagnie, mais ou c'est le ça, body le art. body Le art, body art. voilà, le body art, c'est ça. Et ça c'était très intéressant je trouve, et il y a C'est quelque vrai. chose de comme ça, quand par exemple quand Ryan Gosling met la main dans les ruches, enfin dans les ruches D'abeilles. voilà, d'abeilles, il ressort avec la main pleine d'abeilles, ça c'est quelque chose qu'aurait pu faire Jodorowsky dans un de ses films, qui lui fait ouvertement référence à l'art contemporain dans tous ses films, en se recouvrant de peinture par exemple, ou de pisse. De merde aussi. Merde non, il n'a jamais fait la merde, mais la pisse oui. Sans ta cendrée, il n'y a pas un moment où il y a du caca. Ou de caca, non il n'y a pas de caca dans cette assemblée. Ah, je crois que c'était du caca. Pas de caca. Bon, allez, super. Mais c'est- Vous voulez c'est qu'on parle de très l'univers intéressant. étendu, ce qu'on a remarqué, c'est que on a confirmé nos remarques qu'on avait fait quand on avait Voilà, parlé du premier mais c'est film, intéressant parce qu'il y a avec plein un de peu belles plus choses encore une fois. avec un peu plus de choses. C'est-à-dire que nous, on avait remarqué dans le premier film qu'il y avait une très forte présence asiatique, Voilà. que ça toujours dénotait une Ouais, évolution marque, d'un phénomène qui a voilà. lieu aujourd'hui, c'est-à-dire l'expansion de. La diaspora chinoise. Il y a beaucoup d'afro-américains. Enfin, Là, il y a eu des personnages afro-américains. comme il y a le personnage de. Enfin, Celui qui fait- l'esclavagiste et Bark Adapti aussi. Voilà, dedans. celui qui est le. Quand il apporte d'ailleurs cette pièce en bois Oui, qui a la valeur c'est de l'or Marc Adapti, dans le là, futur. Voilà. Mais qui a ce physique un petit peu. Très Somalien, réfugié ouais. somalien. Ouais. Mais c'est Oui, pas c'est pour être vrai, raciste, hein. mais c'est ça. Ce physique très maigre comme ça. Ouais. Et moi j'avais noté aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'écriteaux en russe. Tout le début, tous les bâches du champ, de Ce qui est l'agriculture, intéressant aussi, sont en russe. Tout ce qui se rapporte aussi au milieu de la prostitution, elles parlent russe, les prostituées entre elles. Ouais, Tout ça, alors il y a cette nouvelle diaspora, la diaspora je suis russe. d'accord. Ouais. Peut-être derrière on peut y voir une Et là criminalité encore, aussi. c'est un pays qui émerge aussi. Enfin, Voilà, on c'est reste sur une de dynamique l'hindou dans des écriteaux, dans des trucs. intéressant aussi. À un moment où Ryan Gosling est sur une machine, je me souviens plus si c'est la machine ADN ou si c'est non, c'est une autre machine. Ouais. Où sur l'écran c'est écrit en anglais, mais on lui parle Oui. en quelle je langue crois que Ben, c'est c'est à peu près dialecte, la même langue qu'on a vu dans le Blade Runner 1 qui est un dialecte asiatique, un chinois anglisé. Voilà. Ouais, Et c'est il donc y une avait un langue nom, officielle attends. alors. Il y avait un nom, C'est donc ce une langue officialisée. Non, ouais, mais de ce C'est un film qui joue côté-là, avec ça, le- qui le tombe film pas dans la apporte des facilité nouveautés. de tout le monde parle le placement de anglais. produire pour Peugeot est très malin parce que ça a du sens que Ouais. Peugeot fasse encore des voitures. Ouais, c'est. Ouais, c'est Mais même tout un ce exploitant, discours c'est sur, pour ouvrier français, n'est-ce pas? Voilà, du coup, la réalité virtuelle donc sur la femme du coup du personnage principal, ça c'est quelque chose qui typiquement ça arrivera un jour ou l'autre, hein, quelqu'un va y penser. Hein.
C'est quelque chose qui... Si ça C'est peut-être pas déjà le commencé à- futur du... Ben ça, moi, ça me fait penser au film Her de Spike Jonze. Ouais, mais c'est quelque chose C'est comme clairement, ça, ouais, c'est tout à fait ça. voilà. Ah, il est nul ce film. Enfin voilà, non, ouais, c'est clair que c'est un film Vraiment qui, encore, ça va encore plus loin dans qui dans ce apporte des qu'avait choses. apporté Et Blade est-ce que Runner, vous pensez qu'il va y avoir encore un nouveau film Blade Runner? Moi, Non, en toute je pense pas que ce soit sincérité, prévu. j'espère pas. Pour l'instant, il n'y a pas d'infos. Moi, j'ai c'est bien j'ai comme pas ça. envie qu'il y en ait un, mais la fin ne l'indique pas. Déjà, il faut voir le succès commercial déjà. Voilà. Mais Mais parce que j'ai peur c'est pas qu'avec indiqué. cette introduction de résistant, tu vois, ça nous Ah, amène oui, un genre à franchise de micro. Oui, à quelque il y a chose moyen qui de fasse. franchiser. Allez, il faut aller jusqu'au bout. là. C'est Ça pas sera sûr. une grosse diarrhée, là, par C'est contre. pas sûr que ça arrive parce que les studios hollywoodiens ont beau à rechercher le profit, ils sont pas stupides, ils savent que faire des suites sans arrêt comme ça après des succès, ça fait chier aussi. Alors, on va enregistrer cette phrase. Mais oui, Et mais quand ça on dépend verra du Blade succès. Runner 2059 Ah, bah après, sortir, là, on sera. ça ne on dépend va pas de sortir. moi, je n'y peux rien. Mais il faut se dire qu'il y a quand même des mecs qui travaillent le marketing et qui savent que ce serait une erreur de le faire dans la foulée, par exemple. Ouais. Contrairement à ça où ça ne dérange personne parce que c'est un succès grand public et C'est déjà c'est bienvenu de faire une suite à ça du coup. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais là, une suite à Blade Runner, je pense que déjà moi je le souhaite pas, ce serait plutôt malvenu. Après ça arrivera ouais peut-être dans Alors, une dizaine d'années, ouais, c'est possible. Excuse-moi, la langue, c'est le City Speak. City Speak. City Speak, c'est une langue de communication, c'est une sorte de lingua franca. D'accord. D'accord. Ouais. Ben c'est ça, ben, c'est très intelligent. Bon, Bravo à eux. est-ce que vous avez tout dit, les gars? Est-ce que vous avez Qu'est-ce qu'on peut dire Lingua d'autre franca était Je pense que une langue là, on a véhiculaire du déjà voyage. tenu presque une heure et Il y demie. a 6 heures de... Harrison Ford qui joue bien, il faut le dire. Oh bah j'ai trouvé, vraiment il y avait une grande subtilité Il dans était- son jeu et tout, il il était était au top, retenu. quoi. c'est- Harrison Ford, c'est un grand acteur. Hein, de Ouais, base. mais il a tendance à jouer un petit peu toujours le même rôle, notamment Ouais. dans le film d'action. Moi j'avais eu peur, comme toi tu l'avais beaucoup dit, mais je suis d'accord avec toi quand il commence à faire Ouais. le vieux Quand il jeu commence et à tout faire comme des ça. petites blagues, jouer Oh sur moi le... ça a commencé à me faire peur, je me suis dit si c'est comme ça jusqu'à la fin du Voilà. film, je vais vraiment chier par terre. Mais du coup, la scène où ils se confondent avec le méchant, enfin, qui est pas vraiment... Ouais. bon, c'est compliqué de dire ça. Mais avec le... Ouais. J'avais noté, j'avais dit... Leto. L'intelligence du scénario, c'est de lui donner Voilà. que quelques répliques, même pas, il y en a qu'une seule en fait, et du coup de tout jouer sur ses réactions faciales. D'ailleurs, le film est beaucoup basé sur les réactions dans les yeux, etc. Et sa Et c'est réplique là où n'en est Ryan que d'autant Gosling plus forte. Hein. n'est pas vraiment l'acteur à Et prendre. c'est là où la réplique C'est vrai n'en qu'on est que n'a pas d'autant vraiment plus parlé forte. des acteurs. Moi, j'ai dit que je les avais tous aimés. Moi je trouve qu'ils Mais moi, j'ai un problème ils sont avec Ryan tous Gosling. très co- Toi, Moi, tu as toujours eu un problème avec Ryan Gosling. Mais là, ici, en soi, c'est bien parce qu'il joue ce personnage qui est très monolithique et déterminé dans sa tâche. oui. Et il n'y a qu'un seul moment où vraiment il a une émotion, où Oui, il quand défaillit. il pète un câble. Quand il pète un câble. Et là, je l'ai trouvé très bien par contre. Enfin, moi, Ça va. moi je trouvais très bien. Moi, j'ai Mais vraiment très trouvé Moi, je ça, trouve que Ryan Gosling, tu vois, même s'il est dans un jeu très intériorisé, donc on a l'impression qu'il est toujours en sous-jeu, mais il y a une aura qui émane de lui beaucoup plus forte. Ben, après, J'ai ça dépend l'impression. du réel parce que Et là, j'ai pas sincèrement, moi, senti j'ai pas beaucoup juste d'aura. vu un personnage monolithique. Dans la première scène avec Bautista, d'accord. Mais après, petit à petit, quand il fait son enquête, j'ai pas vu seulement un personnage monolithique qui s'en bat les couilles de tout. Et J'ai trouvé que son il y a intériorisation évoluait, toujours, en fait. il y a toujours une part C'est de bizarre, dans les je trouve, personnages, hein. même dans les personnages de dur, c'est comme dans Drive que joue Ryan Gosling. Il y a toujours une part de faiblesse en fait finalement, une espèce de cassure à l'intérieur. Et c'est pas perceptible parce que c'est pas un acteur qui va le montrer mais c'est dans les manières de se déplacer, dans les manières de Dans le regard. dans le regard Dans profondément Only God Forgives, il y avait cette et dans la manière dont il est espèce filmé de- évidemment. de- Ça compte énormément. d'impuissance permanente, tu vois, un personnage qui fait que encaisser, qui a l'impression qu'il peut pas agir sur ce qu'il en dans Only God Forgives. Moi, je, Ah, c'est pour ça que j'ai bandé en fait. je trouve qu'on calque trop ce que le spectateur voit du personnage sur son jeu d'acteur, qui, à mon avis. Mais si on le à fait à mon tous les avis, films, c'est pour qu'à un moi, moment, il est pas- ouais, ça je sort trouve de qu'il lui est- quand même. il Je est pas pensais si comme toi incroyable que ça. jusqu'à ce que je vois The Nice Guys et La La Land, où là il a vraiment trouvé qu'il a du talent d'acteur. Non, il- The Mais Nice moi, Guys est alors, extrêmement j'aurais pas encore Ouais. ses talents d'acteur en aucun cas. Mais il a toujours ce sort de. Un peu cet air de finalement je m'en fous un petit peu, Oui, qui est malin dans Blade Runner. oui, je dans la trouve. première partie, mais je trouve qu'il évolue et après, je sais pas, Mais son pas personnage dans- arrive à ressentir autre chose, surtout à la fin, quand il se rend compte qu'il n'est pas le. Enfin, qu'il n'est pas le fils et compagnie. Après, je sais pas, il y a vraiment quelque chose qui émanait de lui, il y a vraiment une forme de résignation. De haine et de terrible. résignation, Vraiment, parce sentais dans qu'il le regard. arrive des trucs horribles en Vraiment. fait à ce gars. Vraiment, c'est Vraiment, vraiment. je l'ai C'est un ressenti. personnage qui ne Et fait alors, que par souffrir. contre,
Bon, maintenant qu'on a fini, parce que tout ça c'était l'introduction, maintenant on va pouvoir parler du vrai sujet du podcast, c'est Ana de Armas. C'est Ana de Armas. Mais on peut C'est en que parler. l'intro, hein. On peut en parler parce que je l'ai vu dans le film Knock Knock de Eli Roth. Avec Keanu Reeves. Avec Keanu Reeves, ouais, qui est un film qui avait un intérêt scénaristique énorme. C'était quoi Mais qu'il a. C'était Non, quoi non, l'intérêt mais scénaristique? c'était de révolutionner le home invasion en fait. Mais qui se. En toute modestie. Voilà, en toute modestie, mais qui se plante dans une absurdité mais incroyable. C'est un scénario qui tient sur des absurdités, mais c'est juste dingue. Mais en fait, Ana de Armas, en fait, elle est magnifique. Voilà, c'est tout. Non, mais c'est vrai, Non, mais c'est très malin parce que. ça va au-delà juste de la beauté, genre c'est. Non, mais là, c'est- il y a joue une pas vraie- mal, parce il y a que- une vraie douceur. Ouais, qui sort du voilà, c'est ça. personnage. Elle est vraiment très Et à la douce. fois, il y a quelque chose qui cloche, quoi qu'il en soit, avec ce personnage. Le fait qu'il soit, Bah, déjà, le fait que ce soit un, un hologramme, déjà. un hologramme Déjà, virtuel. ça, je vais te dire. mais même dans son jeu, j'ai l'impression que c'est plus subtil que ça. Alors, ouais, non, mais heureusement que c'est pas fait. Et bon, voilà. Je pense qu'on qu'on a fait le tour quand même. Alors, non, par contre, il raconte Non, mais ça peut durer des années, mais putain. personne. Alors, il y a quand même un acteur dont on n'a pas parlé. Le personnage qui joue Gaffe, on n'a pas parlé de son Et nom. dans James Bond, oui, mais il apparaît quasiment pas. Et il y a ce putain de taureau, tu sais même pas pourquoi Ouais. il a fallu. Peut-être que cette scène en fait n'était pas obligatoire. J'ai réfléchi, je me dis c'est peut-être pas utile. Ouais. Bon, Non, bah, pour le clin d'œil, mais j'aurais voulu que l'origami ait un sens en fait. Ouais, c'est vrai. Non, je voulais parler en fait d'un acteur, quand même qu'on n'a pas parlé pendant tout le film. C'est vrai. Vas-y, dis toujours. Voilà. C'est en fait, je sais pas si vous vous rappelez, c'est la scène où il se fait alpaguer par la prostituée, tu sais. Il y a quand même le serveur chinois au fond. Je trouve ce mec, il Mais lui, a une révélation. Mais lui, il est Il a réaliste. une vraie Mais ça, ça, il y a du vrai dans son jeu. Allez, je vais retaper la tête contre la table. C'est typiquement Mais- un jeu C'était réaliste. une révélation ce type. Je pense, à mon avis, c'est la Il est révélation tellement du film. puissant dans sa table. Il finira prof d'anglais à Montpellier. Ouais, à mon avis, il est dans une lignée C'est d'acteurs le studio. prof Philippac. C'est peut-être lui, on sait pas, Daniel Yabut. Peut-être. Bon, on peut terminer sur ça, dire que c'était un très bon film, qu'on s'est Non, régalé. parce qu'il y a aussi. Je rigole. Que c'était un très bon Très film, qu'on bien, s'est ouais, régalé. excellent. Vous dites au Oh, revoir. Attends, on peut demander des questions qui ne répondront pas. Non, non, mais ça Si. sert à Oui, rien. Est-ce que ça vous sert à voulez rien. qu'on fasse des rétrospectives sur toute la carrière d'un réalisateur ou sur tout un genre? Ça peut être intéressant. Ça peut être génial. Plus qu'un effectivement. seul film. On peut poser la question, sinon on va être découvert. Répondez dans les Je commentaires. trouve François Coppola va regarder notre vidéo, il va adorer. Très bien. Alors, si vous êtes jusqu'à là de la vidéo, est-ce que vous êtes pour qu'on fasse des rétrospectives sur des réalisateurs ou Sur des sur des films. genres ou sur Proposez quelque des chose films si vous voulez Ou qu'on en proposer parle. des films si vous voulez qu'on Ouais, parle La d'un carrière film. d'Adam Sandler a un intérêt. en C'est soi. tout à fait vrai. Sémantique. C'est et, tout à fait vrai. Ontologique aussi. Allez, on vous fait de gros bisous. À la prochaine. Au revoir. Je suis assis comme un PD. Comme en 2012, frère, j'ai la patate. La même rage, et pourtant, ouais, tout ça, ça date. Et je m'adapte. Je suis au check, ouais, que ça bablate. Veulent m'abattre, mais j'ai mes points, mes cousins, ils m'abattent. Je suis dans la voiture à Batman. Je suis dans la voiture à Batman. Je suis dans la voiture à Batman. Tu veux ma Batman, je te veux même pas de mal.